Mes chers collègues, donc merci déjà à la commission des lois de nous accueillir dans ces locaux qui permettent de faire du distanciel, tout simplement parce que le jour où nous avons décidé avec Madame la Présidente cette audition commune conjointe, on ne connaissait évidemment pas la situation du 19 et qui donc a toutes sortes de contraintes et qui explique que ce soit à cause des problématiques de transport pour rentrer dans les régions ou de collègues qui voulaient manifester, ce qui explique pourquoi nous sommes aussi peu nombreux en présentiel, mais je sais qu'il y a pas mal de collègues qui sont là en distanciel. Donc on auditionne conjointement avec la Commission des affaires sociales M. Pierre-Louis Bras, président du Conseil d'orientation des retraites, accompagné de M. Emmanuel Bretin, secrétaire général. Moi, personnellement, je me réjouis de cette occasion que nous avons de tenir une réunion commune avec la Commission des affaires sociales et que nous puissions entendre le corps avant d'entamer la phase d'examen du projet de loi de réforme des retraites qui devrait être présenté en Conseil des ministres lundi prochain, afin d'évoquer ainsi les perspectives financières du système de retraite français. Je vous rappelle que sur ce projet de loi qui sera examiné au fond par la Commission des affaires sociales, la Commission des finances se saisira pour avis, comme elle a coutume de le faire sur tous les projets de loi de financement de la sécurité sociale, aussi bien les initiaux que les rectificatifs. Les ministres seront auditionnés en commission des affaires sociales dès lundi prochain, 23 janvier. Nous auditionnerons également en commission des finances mercredi 25 janvier à 15h M. Pierre Moscovici, qui nous présentera en sa qualité de président du Haut Conseil des finances publiques l'avis du HCFP, rendu à l'occasion de la présentation du projet de loi. Et le 27, donc, on l'examinera, le projet de loi pour avis. Alors je tiens aussi un petit peu donc à préciser le pourquoi de ces commissions spéciales, de cette audition spéciale, c'est que on parle beaucoup du corps, les uns, les autres, on y reviendra dans nos questions, et il me semblait intéressant d'entendre le corps en direct, j'allais dire, c'est-à-dire par lui-même, avec les questions qui lui seront posées, et donc j'allais dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Elles ne sont pas correctes ? Oui, il y a quelqu'un qui était dans une manif qui montrait des photos. D'accord. D'accord. On fait passer le message que, étant donné que nous sommes à l'Assemblée, évidemment, il n'y a pas de problème pour être distanciel. Et je comprends même qu'il y ait des collègues qui soient dans des situations de manifestation. Par contre, au moment où vous parlez et vous activez votre vidéo, merci d'avoir des images qui soient neutres. C'est ça le sens de l'observation du rapporteur. Donc le plus simple, c'est que vous mettez votre vidéo que lorsque vous allez poser la question. Comme ça, il n'y aura pas de souci de ce type. Voilà, ce n'est pas volontaire, bien évidemment, je pense, de la part des collègues. Donc je reviens sur ce que je disais, donc avant cette interruption. Donc l'idée, c'est surtout de vous écouter. Voilà, on va essayer de le faire de manière un peu resserrée parce qu'il y a des contraintes à droite à gauche. Mais enfin, l'idée, c'est évidemment d'avoir d'abord votre avis, d'écouter votre parole. Donc, je vous cède la parole, Monsieur Bras, pour votre propos instructif. Ah non, d'abord, pardon, excusez-moi, Madame la Présidente, Madame Katabi. Bien évidemment, je vous passe d'abord la parole en tant que président de la Commission des affaires sociales, et après, on passera à Monsieur Bras. Excusez-moi. Très bien. Encore un petit peu de patience, Monsieur le Président. Oui, bien le bonjour à toutes et tous. Merci, Monsieur le Président de la Commission Finances. Je salue bien sûr nos rapporteurs généraux, Madame Stéphanie Ries et Monsieur Cazeneuve. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire également général, mes chers collègues. Alors évidemment, je salue celles et ceux qui sont en présentiel, mais il y a également effectivement celles et ceux qui sont en visioconférence, et j'espère que voilà, les choses vont bien se passer, en tous les cas pour celles et ceux qui vont intervenir alors qu'ils sont dans certaines manifestations. Effectivement, je leur demanderai également de couper leur caméra si ils sont dans une manifestation. Alors, je veux bien sûr d'abord remercier le président de la Commission des finances de son initiative, parce qu'effectivement, c'était son initiative. Et elle rejoint également le souhait exprimé au sein de notre commission, bien sûr, des affaires sociales, de se saisir de ce thème donc des retraites et bien sûr d'entendre le corps. Je le remercie également de la souplesse dont il a fait preuve en permettant que cette réunion puisse avoir lieu entre deux examens de texte, puisque nous étions en séance encore jusqu'à 13h. Donc nous avons fait un déjeuner très très bref, là c'est clair, pour nous retrouver à 13h30.
Je regrette d'ailleurs que notre calendrier la semaine prochaine ne nous permette pas également de procéder pour la même audition, à savoir le président du Haut Conseil des finances publiques. On aurait pu effectivement le faire ensemble. Vous le proposiez d'ailleurs, Monsieur le Président de la Commission des finances. Malheureusement, nos agendas ne nous le permettent pas. Cela dit, je me réjouis bien sûr que nous puissions le faire aujourd'hui et commencer nos travaux sur les retraites avant même l'audition du ministre. Je rappelle, mes chers collègues, je vous rappelle que nous auditionnerons le ministre Olivier Dussopt lundi à 16h30 et bien sûr, je compte sur votre présence. Le Conseil d'orientation des retraites, compte tenu de sa composition pluraliste, de ses missions telles qu'elles sont définies par la loi, je le rappelle, de sa méthode consistant à élaborer les éléments d'un diagnostic partagé et de la place qu'il a acquise dans le débat public depuis maintenant 20 ans, s'imposait pour introduire nos très prochaines discussions sur la réforme des retraites. Parlementaires comme citoyens, nous avons tous besoin effectivement de disposer d'éléments tangibles pour alimenter nos réflexions et fonder nos choix de manière éclairée. Des éléments factuels et encore une fois partagés devraient contribuer à dépassionner et à objectiver en tous les cas les débats en commission puis dans l'hémicycle. En tout cas, j'émets ce souhait. Je vous remercie bien sûr, Monsieur le Président et le Secrétaire général, de vous être rendu disponible pour nos commissions et je vous passe dès à présent la parole. Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur. Voilà, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président. Donc je vais essayer de me faire le porte-voix du corps. Parce que le corps, ce n'est pas moi, je préside cette institution, mais le corps, c'est 42 membres, dont des parlementaires, 4 députés, 4 sénateurs, et je salue M. Marc Ferracci qui a rejoint récemment le corps. C'est l'ensemble des partenaires sociaux, c'est-à-dire les organisations d'employeurs et aussi toutes les organisations de salariés, plus en représentant des professions libérales et en représentant des familles, de l'UNAF, plus en représentant de la FNSEA. Ce sont ensuite toutes les administrations qui sont intéressées par la question des retraites, et donc ça va de la direction du budget à la direction du Trésor, en passant par la DSS, et j'en oublie. Et puis ce sont 5 ou 6 personnalités qualifiées qui nous aident à travailler. Donc le corps ne parle pas au sens de, bien évidemment, vous vous doutez, lorsque j'ai évoqué sa composition, que toutes ces organisations n'ont pas la même vision et la même orientation sur ce qu'il faut faire en matière de retraite. Ce à quoi nous parvenons jusqu'à présent, c'est à faire des éléments de bilan à travers un rapport annuel, qui est d'ailleurs prescrit par la loi. Et ce rapport annuel, j'insiste sur le fait que, avant d'être publié, il fait consensus. C'est-à-dire que je ne le publie qu'après avoir demandé à l'ensemble des membres s'il y avait opposition à ce que je le publie en tant que rapport du corps. Donc quand je vais faire référence directement au rapport, a priori, c'est des éléments qui font consensus. Et bien évidemment, ce consensus n'est possible que parce que nous travaillons sur des données, sur des constats. Si nous tentions au sein du corps de faire des convergences sur des propositions, vous vous doutez que j'aurais quelque mal à y parvenir. Voilà, je n'ai sûrement pas le talent pour arriver à pacifier cette question. Alors, je voudrais, en débutant... Il y a un chat, pardon, excusez-moi, je me demandais ce qui provoquait cette hilarité dans mes propos. Les chats, pas plus que les banderoles. Hein. J'ai un grand talent comique, mais je ne pensais pas à ce point-là. D'accord ? Non, vous laissez, allez-y. Non, mais je ne sais pas, tant que le chat est là... Non, mais c'est pas grave que le chat soit là. C'est qu'un chat, bon. C'est le chat de Giraud. Donc. Voilà. Bon, donc, je voulais, en débutant, parce que c'est, me semble-t-il, l'indicateur le plus synthétique, vous présenter le poids des dépenses de retraite dans le PIB. Les retraites, c'est quoi ? On prélève sur la richesse produite par les actifs pour permettre le financement des retraites de ceux qui ne travaillent plus. D'accord ? Et donc là, vous avez la représentation de combien les retraites pèsent dans le PIB. En gros, combien il faudrait prélever pour que le système soit à l'équilibre. Alors, je ne commente pas le passé. Le premier point que vous pouvez voir, c'est 2021, avant les projections. Et donc, en 2021, les retraites
ça représentait 13,8% du PIB. C'est-à-dire que sur la richesse produite par les actifs, dans l'année, eh bien, il fallait prélever 13,8% si on voulait que le système soit à l'équilibre. Et j'y reviendrai, il était justement à l'équilibre. Ensuite, vous avez des courbes, et ça, c'est des projections. Ces projections, il y a des hypothèses, je reviendrai dessus. Sachez que pour ce qui est, en gros, jusqu'en 2030, on est basé sur les hypothèses économiques du gouvernement. On ne s'écarte pas de ces hypothèses-là. Après 2030, il n'y a pas d'hypothèse économique du gouvernement, donc nous sommes obligés de choisir des hypothèses de base. Nous avons besoin de 2 hypothèses économiques fondamentales, le taux de chômage et la croissance de la productivité du travail, sachant que dans notre modèle, qui est un modèle très très simple, eh bien, les salaires augmentent comme la productivité horaire du travail. Pour le chômage, traditionnellement, nous prenions 7%. Nous avions une variante à 4,5% que nous n'utilisions quasiment plus. Parce que quand nous évoquions cette variante à 4,5%, nous croulions sur les sarcasmes de tous les journalistes. Regardez ces optimistes du corps qui pensent que demain, le chômage sera à 4,5%. Cette année, il y a eu un bouleversement majeur, puisque à l'horizon des prévisions du gouvernement, c'est-à-dire en 2027, le gouvernement prévoyait un retour à un taux de chômage à 5%. Et donc notre 4,5 paraissait moins. Et d'ailleurs, quand on faisait l'exercice avec 7%, ça faisait que d'un coup, il y avait une dépression très forte après le moment où on sortait des hypothèses du gouvernement. Donc là, nous avons refait les calculs, nous les avons publiés sur notre site, avec une hypothèse de chômage à 4,5, qui est le prolongement du 5 auquel le gouvernement envisage d'aboutir en 2027. Donc on est sur ces bases-là. Ensuite, il y a 4 hypothèses sur la productivité horaire du travail qui correspondent aux 4 courbes que vous voyez qui forment un éventail. D'accord ? L'hypothèse la moins favorable, c'est la productivité horaire du travail augmente de 0,7% par an. L'hypothèse la plus favorable, c'est qu'elle augmente de 1,6% par an. 0,7% par an, ça vous donne la courbe Grenat en haut, et 1,6, ça vous donne la courbe en vert en bas. Alors, vous voyez que c'est une hypothèse centrale, puisque les résultats sont extrêmement différents selon l'hypothèse que l'on prend. Ça s'explique principalement par le fait que les pensions et même les salaires reportés au compte étant indexés en principe et selon la loi sur l'inflation, eh bien, quand il y a une forte croissance des salaires, eh bien, le poids des retraites dans la richesse est moins important que quand il y a une croissance des salaires moins importante. D'accord ? C'est pour ça que les résultats sont différents entre les diverses hypothèses. Sur ces 4 hypothèses, le corps dit toujours nous n'en privilégions aucune. Néanmoins, et c'est logique, le gouvernement ne peut pas présenter un projet de loi en trimballant, si je peux me permettre, 4 hypothèses et ainsi de suite. Donc lui, il fait un choix. Le choix qui a été fait dans le cadre de cette réforme, c'est de reprendre l'hypothèse croissance de la productivité du travail à 1%, c'est-à-dire, en gros, de se caler sur la courbe orange. D'accord ? Lors des précédents débats sur la réforme précédente, celle dite du régime universel, le gouvernement avait fait le choix de prendre l'hypothèse 1,3, c'est-à-dire la courbe verte. D'accord ? La courbe bleue. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, donc, les résultats sont extrêmement différents. En gros, d'accord. Donc, en gros, et en allant très très vite, les dépenses de retraite, vous le voyez, sont globalement stabilisées, et même à très long terme, elles diminuent dans 3 hypothèses sur 4. Dans l'hypothèse la plus défavorable, celle à 0,7, eh bien, elles augmentent, sans augmenter de manière très très importante, puisqu'on passe de 13,8 à 14,4. Alors, je parle toujours en pourcentage du PIB, donc pour vous donner des idées de référence, le PIB en 2021, c'était 2500 milliards, donc 1% du PIB, c'est 25 milliards, et 0,1 point de PIB, qui est notre unité de base, c'est 2,5 milliards. D'accord ? Donc, les
dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. D'accord ? En règle générale, ce propos suscite un certain étonnement. Sur la base, la France vieillit. On dirait que le corps ne le sait pas. Parce que bien évidemment, si la France vieillit, les retraites doivent exploser. Alors bien évidemment, nous savons que la France vieillit. Et effectivement, ceci s'est retracé sur le graphique de gauche. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 1,7 cotisants par retraité, et qu'en 2070, il n'y en aura plus que 1,2. Et ça, bien évidemment, c'est l'effet du vieillissement de la population. Il y aura moins de personnes en âge de travailler relativement aux personnes qui ont vocation à être à l'âge de la retraite. Et il n'y aurait que ce phénomène-là, bien évidemment, les dépenses de retraite déraperaient par rapport au PIB et exploseraient. Mais vous voyez qu'il y a un autre graphique qui est le montant des pensions des retraités rapportés au montant des rémunérations des actifs. D'accord ? Et vous voyez que dans ce graphique, on a une diminution. Et cette diminution, elle est liée à ce que j'évoquais auparavant, c'est-à-dire l'indexation des pensions sur les prix par rapport, et pas sur les salaires comme c'était avant les années 90. Et donc, à la fois, il y aura moins de cotisants par rapport aux retraités, mais ce qu'on donnera à chacun des retraités par rapport à ce que gagne chacun des cotisants sera moindre. Donc on est devant un problème de physique élémentaire. Il y a deux forces, d'accord ? Et la résultante de ces deux forces, il se trouve que c'est le graphique que je vous ai montré avant, d'accord ? C'est-à-dire, en gros, une stabilisation dans la plupart des hypothèses des dépenses de retraite par rapport au PIB. D'accord ? Donc ce qui permet au corps d'affirmer que les dépenses de retraite ne dérapent pas, sauf si, voilà, en tout cas dans le cadre des hypothèses convenues, et malgré le vieillissement de la population. Et bien évidemment, quand je dis ça, il y a bien évidemment un revers au fait qu'elle ne dérape pas, c'est le fait que le montant des pensions par rapport aux rémunérations diminue, et que aujourd'hui, grâce à ce montant des pensions, les retraités ont un niveau de vie légèrement supérieur à celui de l'ensemble de la population, et que du fait de l'évolution que je viens d'évoquer, demain, le niveau de vie relatif des retraités sera inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Attention, j'ai bien dit le niveau de vie relatif des retraités. C'est-à-dire que par rapport aux actifs demain, ils auront moins. Mais par rapport aux retraités d'aujourd'hui, les retraités de demain auront des niveaux de pension et des niveaux de vie supérieurs. D'accord ? N'enlevez pas le mot relatif. Parce que certains journalistes parfois enlèvent le mot relatif et passent du niveau de vie relatif des retraités va diminuer à le niveau de vie des retraités va diminuer. C'est complètement différent. Parce que le niveau de vie des retraités va diminuer, c'est vraiment angoissant. Le niveau de vie des relatifs des retraités, c'est une question, c'est un problème, mais c'est moins angoissant que le niveau de vie. Allez-y, continuez. Je vais maintenant passer au solde. S'il vous plaît. Et donc là, vous avez le passé. La courbe la plus forte, la courbe en noir, vous donne le niveau du solde de l'ensemble du système des retraites. Régime de base et régime complémentaire. Je dis ça parce que c'est une différence avec le solde du système de retraite que vous voyez quand vous examinez les lois de financement de la sécurité sociale. Dans les lois de financement de la sécurité sociale, il n'y a, en tout cas dans les soldes qui vous sont présentés, que les régimes de base. Or, il se trouve que ce sont les régimes complémentaires qui sont excédentaires. D'accord ? Mais donc, quand on prend régime de base et régime complémentaire, et qu'on regarde l'ensemble donc du système, vous voyez la courbe, je ne la commente pas, je vous montre simplement qu'en 2021, dernière année connue, il y avait un très léger excédent, 900 millions, mais comme je vous ai dit que pour nous, l'unité de base, c'était le 0,1 point de PIB, on dit en gros, en 2021, on était à l'équilibre. D'accord ?
J'insiste sur un point, vous entendrez souvent que le corps dissimulerait 30 milliards de déficit. D'accord ? Alors, donc cette thèse maintenant est reprise par la plupart des journalistes, ainsi de suite. Je ne vais pas l'examiner au fond, ça serait un débat, mais je suis prêt bien évidemment à avoir ce débat avec vous. Pourquoi et quelle est la thèse de ceux qui disent qu'il y a 30 milliards cachés ? Je veux simplement revenir sur le fait que l'on dit le corps cache. Le corps reprend ici les données pour les régimes de base, qui sont celles fournies par le gouvernement dans les lois de financement de la sécurité sociale et qui sont celles sur la base de lesquelles vous discutez. D'accord ? Donc, je tiens à dire que le corps ne cache pas 30 milliards, ou que si le corps cache 30 milliards, c'est le gouvernement, avec la complicité du Parlement, tout groupe politique confondu, parce que je n'ai jamais vu de débat au Parlement sur les données de base du PLFSS. J'ai vu des débats sur le PLFSS, mais pas sur les données de base. Et donc, ce n'est pas le corps qui cache 30 milliards, c'est le gouvernement, avec la complicité du Parlement, tout groupe politique confondu, qui cache 30 milliards. Voilà. Donc après, bien évidemment, c'est un débat. Le débat au fond, il peut avoir lieu. Et franchement, si vous l'avez au Parlement et si vous changez la manière de comptabiliser le déficit en LFSS, il est clair que les membres du corps, notamment les administrations, mais je pense tout le monde, et les parlementaires, eh bien, on changera la manière dont on calcule le déficit. Donc voilà le déficit pour le passé. Et en 2021, nous sommes à l'équilibre. Ensuite, voilà les projections. Donc, comme vous avez vu que les dépenses n'avaient pas la même part dans le PIB selon les hypothèses, eh bien sur le solde, vous verrez que le solde n'est pas le même selon les hypothèses. Donc, en gros, ce que vous dit le graphique en projection, c'est qu'en 2022, on va aussi, là, on va pouvoir dire, pas qu'on est à l'équilibre, mais qu'on est en excédent, mais qu'ensuite, le solde va se creuser. Et vous voyez que dans une seule hypothèse, on revient à l'équilibre en 2045, et que dans l'hypothèse privilégiée qui sert de référence dans le cadre de la réforme, c'est-à-dire toujours la courbe orange, eh bien ce déficit, il perdure même jusqu'en 2070. D'accord ? Alors, là, deuxième étonnement, les dépenses ne dérapent pas, on commence à l'équilibre, comment le solde peut-il se creuser ? A priori, parce que nous, comme nous projetons les ressources à taux de cotisation constant. Et donc, a priori, comme la base des cotisations augmente comme le PIB, ça devrait augmenter comme le PIB, et donc si les dépenses ne dérapent pas, il ne devrait pas y avoir de solde. C'est là qu'il y a des évolutions qui ne sont pas du tout intuitives. Le solde va se creuser parce qu'il va y avoir des évolutions, j'allais dire, négatives sur les ressources et qui ne tiennent pas au fait qu'on aurait projeté une baisse de telle ou telle cotisation. Et ce n'est pas du tout intuitif. Donc, ces trois phénomènes qui sont assez particuliers, qui vont expliquer cette baisse des ressources pour les retraites. Pourquoi les ressources vont-elles baisser en pourcentage du PIB alors même que nous sommes à taux de cotisation inchangé ? Trois phénomènes. Premièrement, le régime de fonctionnaires de l'État. Les ressources qui vont au régime des fonctionnaires de l'État, elles ne sont pas, au fond, déterminées par un taux de cotisation. Elles sont déterminées par une convention, celle qu'on applique tous, qui est les régimes de retraite de l'État, il est toujours à l'équilibre. D'accord ? Et c'est celle que vous utilisez implicitement quand vous examinez le PLFSS. Or, il se trouve que les dépenses de retraite de l'État, pour ces fonctionnaires, vont diminuer. Et comme, dans ce régime-là, les ressources correspondent aux dépenses, eh bien, comme les dépenses de ce régime-là diminuent, les ressources vont elles-mêmes diminuer. Premier effet. Deuxième effet, un effet CNRACL. La CNRACL est un régime où le taux de cotisation, 41%, est bien supérieur au taux de cotisation, par exemple, dans le privé. En gros, 28% dans le privé. Or, il se trouve que la part des rémunérations CNRACL dans l'ensemble des rémunérations va diminuer. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui payent le plus
vont peser moins dans l'ensemble des rémunérations. Alors pourquoi ça va diminuer dans l'ensemble des rémunérations? On pourrait y revenir si vous le voulez. C'est parce qu'on a des hypothèses sur l'évolution des rémunérations et des effectifs dans ces régimes-là, c'est-à-dire dans les hôpitaux et dans les collectivités territoriales, qui sont particulières et qui font que ça va moins évoluer que dans l'ensemble de l'économie, et notamment dans le secteur privé. Et donc vous voyez que comme ceux qui payent le plus vont demain peser moins dans l'ensemble des ressources, par un effet structure, ça va faire baisser la part des ressources retraite dans le PIB. Dernier effet, mais beaucoup plus mineur, certaines ressources des retraites viennent de la branche famille ou du chômage, prise en charge de certaines cotisations et prise en charge de certains droits familiaux. Comme demain, on prévoit en projection démographique qu'il y aura moins d'enfants et comme on prévoit qu'il y aura moins de chômeurs, puisqu'on va passer à 5%, eh bien, il y aura moins de ressources qui viennent de ces régimes. Donc au total, on peut décomposer l'évolution du solde entre un effet dépenses et un effet ressources, puisqu'on part en 2021 d'un équilibre à 13,8. Donc vous avez là dans les 4 hypothèses, je vais rester sur l'hypothèse 1% et chômage à 4,5, qui est l'hypothèse de référence du gouvernement pour la réforme. Et par exemple, ce tableau se lit de la manière suivante. En 2027, le solde du régime des retraites sera à hauteur de 0,4% du PIB. Et il sera à hauteur de 0,4% du PIB parce qu'on aura eu moins 0,1 point de PIB sur les dépenses et moins 0,3% de PIB sur les ressources. Si, par exemple, on ne prend pas 2027, mais on prend 2046, c'est-à-dire un peu après, le solde sera à moins 0,7, d'accord? Mais vous voyez que là, l'effet dépenses des retraites, c'est 0, c'est-à-dire qu'en gros, en pourcentage du PIB, en 2046, les dépenses de retraite seront au même niveau qu'elles étaient en 2021, et que tout le solde est lié par un effet ressources. Et cet effet ressources, il est lui-même lié aux 3 phénomènes que j'ai évoqués précédemment, et vous avez vu que ces phénomènes-là ne sont pas complètement intuitifs. D'ailleurs, je suis prêt à revenir si vous avez besoin que vous avez le besoin que je revienne là-dessus. Donc, en gros, le message du corps dont on dit qu'il est contradictoire ne l'est pas tant que ça, puisqu'on peut à la fois dire que les dépenses ne vont pas déraper, on peut à la fois dire qu'il va y avoir demain des déficits, et la clé de cette contradiction apparente, c'est les déficits vont s'expliquer en très large partie par un effet ressources. Et cet effet ressources, comme vous l'avez vu, n'est pas intuitif. D'accord ? Alors, je vous ai dit que les dépenses de retraite ne dérapaient pas. Ce que je voudrais aussi vous signaler, c'est que leur évolution, en tout cas dans la période juste à venir, n'est pas compatible avec les objectifs de finances publiques actuels du gouvernement. Elles ne dérapent pas, mais elles vont augmenter en réel de 1,8% sur les 5 ans qui viennent. D'accord ? Or, le gouvernement a un objectif sur les dépenses publiques dans leur globalité. Et les dépenses de retraite, c'est 25% des dépenses publiques. D'accord ? Donc quand on a un objectif sur les dépenses publiques, bien évidemment, on ne peut pas ne pas penser aux retraites parce que ça fait 25% de l'ensemble. L'objectif du gouvernement, tel qu'il était exprimé après la remise du PESTAB de juillet 2022, c'était on veut réduire le déficit public à 2,9 en 2027, on veut maîtriser, voire réduire un peu les prélèvements obligatoires, et il s'en déduit un objectif sur les dépenses. Et cet objectif sur les dépenses, il se formulait de la manière suivante: les dépenses publiques, globalement, ne doivent pas augmenter en réel de plus de 0,6% par an. Or, vous voyez bien que dès lors qu'on a 25% des dépenses publiques qui augmentent de 1,8, il est quasiment impossible d'obtenir 0,6 sur l'ensemble, parce que ça voudrait dire que sur les 75% hors retraite, mais les 75% hors retraite, c'est quoi? C'est le soutien à l'économie, c'est la défense, c'est l'éducation, c'est la police, c'est la justice, c'est la santé, c'est l'ONDAM, enfin bon voilà. Il serait très difficile d'obtenir 0,6 sur les 100 dès lors que l'on tolère 1,8 sur les retraites. Donc les dépenses de retraite ne dérapent pas,
mais elles ne sont pas compatibles avec la politique, les objectifs de politique économique et de finances publiques du gouvernement. Alors bien évidemment, cette notation, elle est inscrite dans le rapport du corps, mais certains membres du corps ont dit, mais nous, les objectifs de politique économique du gouvernement, nous ne sommes pas tenus. Enfin, nous ne sommes pas engagés. Et donc, dans le rapport du corps, on a voulu noter cette contradiction, voilà, et il est bien précisé, même si tous les membres du corps ne se sentent pas engagés par les objectifs de politique économique du gouvernement. Dernier point sur les dettes et les réserves. Nous essayons chaque année dans le rapport de faire un point sur la situation patrimoniale nette du système de retraite en général. Et donc, dans ce système de retraite, il y a des réserves et il y a des dettes. Les dettes, elles sont essentiellement portées à la CADES, puisque la CADES a repris les déficits accumulés. Et puis les dettes, elles sont dans certains régimes, je vais y revenir, et puis elles sont au fonds de réserve des retraites. Donc vous avez le tableau, je vous laisse le lire, mais au total, fin 2021, la situation patrimoniale nette du système de retraite, c'était 163 milliards, 6,5% du PIB. C'est une partie du patrimoine net des administrations publiques, parce qu'on parle beaucoup de la dette des administrations publiques, il y a aussi un patrimoine des administrations publiques, et l'INSEE, fin 2021, évoluait le patrimoine net des administrations publiques à 15% du PIB. Alors on pourrait se dire, ben voilà, on a trouvé la solution, il y a 163 milliards de réserves. Le problème, c'est que ces réserves, elles ne sont pas, j'allais dire, à tout le monde. Ce n'est pas un bien commun ou un bien collectif. Ces réserves, elles sont essentiellement dans des régimes complémentaires, qui sont d'ailleurs les régimes excédentaires. Pour l'essentiel, vous avez la liste de tous les régimes dans le rapport du corps. Pour l'essentiel, c'est des réserves arco-agirc, c'est quasiment la moitié des 180 milliards. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce qu'on peut retirer du rapport du corps sur la situation financière. Je me tourne vers vous, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Est-ce que je m'arrête là sur mes propos ou est-ce que je vais un peu plus loin Non, je propose que vous arrêtiez là, parce que vous allez voir avec les questions, vous allez avoir l'occasion de creuser les choses. Alors pour vous dire un petit peu comment on va faire, on va commencer par les questions de moi-même et des rapporteurs, auxquelles on vous invitera à répondre. Et après, on passera aux questions de groupe, auxquelles on vous invitera à répondre, et un certain nombre de questions qui se sont ajoutées. Alors pour ma part, j'en ai plusieurs. Je vais essayer d'être rapide. La première découle un peu de ce que vous venez de dire, qui me semble important, c'est-à-dire la confirmation que les dépenses de retraite ne dérapent pas, que le déficit augmente et que la clé de cette augmentation de déficit est dans les ressources. Alors, sur le fait que ça ne dérape pas, j'observe une chose d'après votre tableau, mais ça a déjà été commenté, c'est qu'on s'aperçoit que, en gros, au moins dans 3 des 4 scénarios, le pourcentage des dépenses de retraite dans le PIB redevient stable selon les scénarios entre, on va dire, à peu près 2035 et 2047, sauf pour le dernier scénario, et après, il baisse. Bon. Donc je suppose, qu'il vous fait dire qu'elle ne dépense pas. Alors, ma première question, c'est aussi une réflexion, c'est qu'à partir du moment où la clé, c'est le problème des ressources, on peut supposer qu'on peut aller chercher d'autres ressources dans cette période que les ressources actuelles. Bon. Donc nous, on l'a pointé en termes d'exonération, en termes de taxation, par exemple, de revenus adossés sur d'autres... Excusez-moi, mais c'est possible, parce que sinon on va tous se commenter, et y compris pour les gens qui nous écoutent à l'extérieur, ça ne va pas être facile. Donc c'est un peu c'est une question de réflexion. C'est-à-dire, si j'ai bien compris ce que vous dites, c'est que là, à partir de là, il y a des choix politiques. Soit on modifie du coup, j'allais dire, les clés qui permettent le départ à la retraite, les aides de cotisation, soit on pourrait aller chercher d'autres ressources, puisque
le pourcentage dans le PIB, lui, n'augmente pas. Donc ça, c'est une première question un peu globale. Ensuite, j'ai des questions plus précises. Bon, aujourd'hui, chacun un peu s'appuie sur les scénarios du corps. Je vais regarder sur quoi s'appuie le gouvernement. Donc, vous l'avez dit, il s'appuie sur le scénario qui prévoit que le déficit sera de 0,7% du PIB en 2050. Et comme le PIB aura plus que doublé d'ici 2050, 0,7% du PIB correspondront en 2050 à 44 milliards d'euros, ce que nous donnent les graphiques présentés par le gouvernement. Bon, ce qui m'étonne un peu, c'est que pour comparer une valeur dans le temps, il faut un référentiel commun. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai noté que le corps s'exprime toujours en pourcentage de PIB et non pas en traduction de valeur euro, puisque de fait, le montant du PIB va augmenter. Est-ce qu'il n'est pas trompeur, d'après vous, de présenter l'évolution du déficit de retraite dans le temps en euros courants, comme le fait le gouvernement dans ses tableaux, contre l'usage scientifique plutôt qu'en pourcentage de PIB, comme le fait le corps? Ça, c'est une première question. La deuxième question, vous l'avez abordée, mais je voudrais y revenir, parce que dans le scénario du gouvernement, il se repose sur la convention dite équilibre permanent des régimes, EPR, qui suppose une diminution progressive de l'effort de l'État dans le financement du système de retraite, qui est aujourd'hui de 2%, qui découle de la baisse du poids de l'emploi public dans l'emploi total. Vous vous demandez pourquoi ça devrait être le cas. Et effectivement, vous avez d'autres conventions que vous présentez qui expliquent un peu les différences de scénario, avec ce qu'on appelle celui de l'effort de l'État constant, c'est-à-dire l'État maintient son niveau de contribution actuel et du coup le système ne serait plus déficitaire en 2050. Donc ma question est là, est-ce que la convention EPR qui parie sur une baisse de l'effort de l'État dans le financement du système de retraite, qui découle de la baisse de l'emploi public dans l'emploi total, éventuellement même d'une fluctuation du taux d'indice qui ne suivrait pas l'inflation, est-ce que finalement tout ça n'apparaît pas situé politiquement et pourquoi il serait plus probable qu'une hausse de cette part? Et dès lors, ne pensez-vous pas que la convention dite EEC, c'est-à-dire telle à peu près qu'elle est définie aujourd'hui en termes d'apport de l'État, ne devrait pas être considérée comme centrale? Et troisième question que je souhaitais vous poser, c'est sur le coût social des réformes proposées. Aujourd'hui, le gouvernement conserve les âges de départ actuels pour les personnes invalides ou en situation de handicap. Ça diminue de 20% les économies attendues. À cela s'ajoutent des dépenses sociales engendrées par la réforme, minima sociaux, invalidité, ça c'est le DRES qui dit ça, environ, estimé à 3,5 milliards d'euros. 277 000 chômeurs supplémentaires à horizon de 10 ans, si on retient compte non pas des prévisions à 4,5% du gouvernement, ça je vous l'accorde, mais vous observerez que pour l'instant la courbe du chômage ne suit pas vraiment cette évolution, mais celle donc proposée par l'OFCE, ça fera 2,8 milliards de dépenses supplémentaires dans le chômage dues à cette réforme. Donc ma question, c'est quel regard portez-vous sur la faiblesse de l'impact budgétaire de la réforme dans son ensemble et donc de ces évaluations de l'OFCE? Voilà une série de questions que pour ma part je souhaitais vous poser et je passe la parole je crois que dans l'ordre c'était Madame Rist, rapporteur général de la Commission des affaires sociales, et après on passera à Monsieur Cazeneuve. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Je vous remercie de cette présentation complète et salue l'organisation de cette audition qui constitue un premier jalon dans le débat parlementaire que nous devons avoir sur la réforme des retraites, d'une manière que je souhaite aussi éloigner que possible des idées préconçues sur un sujet particulièrement complexe. Les rapports rendus chaque année par votre Conseil attestent de cette complexité. Le dernier d'entre eux a été naturellement abondamment commenté. Je crois qu'il est important de rappeler rapidement, comme vous l'avez fait, quelques éléments qui y sont inscrits. S'agissant de l'existence d'un déficit qui a pu être largement contesté, le rapport de septembre dernier pouvait pourtant difficilement être plus clair. À l'horizon 2032, quelle que soit la convention retenue ou l'hypothèse sous-jacente de productivité au travail, le système des retraites est en déficit à un niveau qui varie entre 0,5 et 1% du PIB. À droit inchangé, dans un scénario central où notre pays atteindrait le plein emploi en 2027, ce déficit serait de 14 milliards d'euros en 2032. S'agissant des seules dépenses, la révision des scénarios démographiques comme économiques vous conduit à estimer qu'elle serait supérieure de près d'1% du PIB par rapport à vos prévisions de juin 2021 à horizon 2032. Le comité de suivi des retraites, qui est l'outil de pilotage de notre système de retraite, ne s'y est d'ailleurs pas trompé. Dans son avis rendu sur la base de vos hypothèses en septembre dernier, sans se prononcer sur le contenu d'une réforme, ce comité souligne, je cite, que notre décision se fera
dans un contexte désormais bien moins permissif pour l'endettement public. Nous aurons naturellement dans cette commission des débats quant aux meilleures manières de réduire ce déficit. Je voudrais m'attarder sur ce que notre majorité souhaite faire avec la réforme, permettre au plus grand nombre de nos concitoyens de travailler, à commencer par les seniors. Aussi, ma question sera très simple. Quel est l'impact d'un recul de l'âge de départ à la retraite sur l'emploi des seniors selon les analyses du corps? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale. Monsieur le Président, merci beaucoup pour votre présentation très, très synthétique. Moi, j'aurais 5 observations, si vous permettez, qui sont liées à la lecture que je fais de votre document, et 2 questions. La première, c'est, comme vous le soulignez dans l'état actuel de la loi, et sans réforme supplémentaire, l'âge effectif de départ à la retraite va atteindre d'ici une dizaine d'années 64 ans, compte tenu notamment de l'allongement de la durée de cotisation prévue par la loi de 2014 qui a été adoptée à l'initiative de la gauche. 64 ans, c'est d'ailleurs l'âge de départ qui équilibre le système dans l'un des scénarios centraux repris par vous à horizon 2030, vous le dites très clairement. Au total, notre proposition de fixer l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans tire en partie les conséquences de ce qui va être observé dans les prochaines années et répond à notre souci d'équilibrer notre système de répartition. Deuxième observation, comme vous le relevez dans votre rapport, le niveau de vie des retraités va, en valeur relative, repasser sous le niveau de vie des actifs d'ici 5 ans. À terme, sans réforme, il y aurait un recul de l'ordre de 20 points entre le niveau de vie des retraités et celui des actifs. Autrement dit, ne rien faire, c'est acter un déclassement de l'ensemble de nos retraités. Aussi, nous souhaitons lutter contre cette érosion mécanique du niveau de vie relatif des retraités par rapport à l'ensemble de la population, avec la fixation du minimum des pensions à 85% du SMIC et l'augmentation du montant des pensions liées au report de l'âge légal de départ à la retraite. Troisième remarque, par rapport à votre précédent rapport, vos projections annuelles sont marquées par une dégradation de vos perspectives pour notre système de retraite. C'est vrai pour la démographie. Le rapport entre actifs et retraités va se dégrader plus vite qu'attendu. On va bientôt être dans un rapport plus proche de 1 que de 2. Le bilan démographique de 2022 que l'INSEE vient de publier il y a 48 heures nous rappelle douloureusement que la situation risque encore de se détériorer. S'agissant de la productivité du travail, votre scénario le plus défavorable est celui d'une évolution de 0,7% annuel. Or, 0,7%, c'est le taux constaté entre 2010 et 2019. Donc attention, c'est le scénario le plus défavorable, mais il est quand même pas loin de la réalité de ce que nous avons vécu. Et des scénarios que vous proposez à 1,6 me paraissent absolument éloignés de ce que nous pouvons, hélas, projeter. Quatrième remarque, vous affirmez dans votre synthèse, sur les 25 prochaines années, le système de retraite serait en moyenne déficitaire, quelle que soit la convention et le scénario retenu. En partant de vos prévisions fondées sur la convention dite EPR, j'observe qu'en dessous d'un taux annuel de l'ordre de 1,5% pour la productivité annuelle de votre travail, notre système de retraite n'est jamais à l'équilibre jusqu'en 2070. C'est pas 25 ans, c'est jamais à l'équilibre en dessous de cette productivité, avec une hypothèse de chômage de 4,5%, c'est-à-dire le retour au plein emploi, ce que nous souhaitons et pour lequel nous travaillons, évidemment. Donc son déficit annuel atteint même 90 milliards d'euros environ à cette date dans le pire des cas et environ 40 milliards dans votre scénario central retenu par le gouvernement. Au demeurant, le système par répartition qui doit financer les pensions d'aujourd'hui par les cotisations vieillesse d'aujourd'hui n'est plus en mesure d'assurer le financement de la totalité du système. C'est déjà un peu le cas, évidemment, s'agissant notamment de certains régimes spéciaux pour lesquels l'État compense chaque année des équilibres majeurs. Cinquième et dernière remarque, le projet de réforme dont le gouvernement va prochainement nous saisir ne prend personne par surprise, sans même parler du contenu des campagnes présidentielles et législatives. La réforme est inscrite comme le corps, comme vous venez de le souligner, dans nos perspectives de finances publiques, en particulier dans le PESTAB. Nous sommes donc au rendez-vous des engagements pris
Pour ces raisons, il m'apparaît donc impératif de réformer notre système de retraite, d'autant plus que, comme vous le savez, il nous faut porter une attention particulière à la maîtrise des dépenses publiques, au risque d'un effondrement global de notre système. Puisque ça n'est jamais le bon moment, faisons-le maintenant dans la clarté et le respect de nos institutions. Bien, merci. Et deux questions. Ah, je me demandais s'il y avait des questions. Non, mais mes deux questions sont là. Je fais rapidement, Monsieur le Président. Oui. 100% des gains financiers de la réforme des retraites iront au financement du système des retraites. C'est vrai et il faut le répéter. Ceci dit, quel regard portez-vous sur la pertinence des travaux récents de la DG Trésor, qui a modélisé il y a un an l'ensemble des impacts financiers et économiques d'un rapport de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite, qui se traduisent notamment par une amélioration substantielle de l'emploi, de l'activité et des finances publiques. Deuxième question, les parties 4 et 5 de votre dernier rapport annuel portent sur l'équité entre les assurés, la solidarité avec les plus modestes, les femmes notamment, et sur les changements de niveau de vie lors du passage à la retraite. Sur ces sujets, quels commentaires pouvez-vous faire s'agissant des impacts, de l'impact des dispositions de justice sociale compris dans la réforme, l'amélioration du dispositif carrière longue, l'anticipation du départ à la retraite pour les invalides en cas d'inaptitude ou dans le cadre du suivi médical, le relèvement de la pension minimale et la validation de trimestres pour les aidants, les femmes ayant bénéficié de congés parentaux, les personnes ayant accompli des travaux d'utilité collective ou de l'apprentissage. Je vous remercie. Bien, merci, monsieur le rapporteur. Donc, je vous propose de répondre aux questions qui vous ont été posées par les 3 personnes. On a toute l'après-midi ou... Non, on n'a pas toute l'après-midi. Non, mais Ce qui d'ailleurs, juste, je me permets de le dire, comme on n'a pas toute l'après-midi, je trouve normal que le rapporteur général, moi, j'ai pas étayé ma position sur les retraites, mais si après on pouvait surtout poser des questions, ça serait bien, parce que sinon là, on va commencer un débat à l'Assemblée là pour des heures, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire, mais qui est à travers des questions, quoi. Monsieur le... Dans mes réponses aux questions, donc moi, mon propos, c'est de vous éclairer sur le système de retraite à partir des travaux du corps. Ce n'est pas de faire des propositions ou de choisir des orientations. Donc, par exemple, moi, je ne fais... Je veux dire, je vous ai dit comment... Je pense à votre première question, Monsieur le Président. Je vous ai dit quelles étaient les origines du déficit et j'ai essayé de vous expliquer la part des dépenses et des ressources. Je n'en tire aucune conclusion sur ce qu'il faut faire après. Bien évidemment, je ne suis pas complètement naïf et je pense que certains peuvent en tirer des conclusions, mais ce n'est pas à moi de le faire. Donc, c'est pas pour voter en touche, mais vous attendez pas à ce que je vous réponde. Sur est-ce que la présentation du gouvernement est trompeuse? Là aussi, je n'ai jamais dire que le gouvernement serait trompeur. Il est clair que nous, pour des raisons de clarté, on préfère parler dans ce langage de 0,1 point de PIB et un pourcentage du PIB. Parce qu'effectivement, quand on est en nominal, d'une part, il y a derrière des hypothèses d'inflation sur 10, 20 ans. Alors déjà, là, sur les 2 ans, nous allons avoir 10% d'inflation. Mais quand vous prenez 20 ans d'inflation, 1 euro dans 30 ans, ça ne veut rien dire par rapport à aujourd'hui. Et puis les hypothèses d'inflation peuvent changer. Donc, voilà. Et puis, par ailleurs, eh bien, si vous devez payer demain 100 et que vous gagnez 1000, eh bien, ça n'a pas la même portée que si vous devez payer 100 et que vous gagnez 5000. Or, le PIB va... Alors ça dépend des hypothèses, hein, mais augmenter. Donc c'est pour ça que nous préférons, nous, parler en règle générale en pourcentage du PIB. D'ailleurs, je note que dans la plupart des textes, le PSTAB, voilà, c'est exprimé en pourcentage du PIB. Et qu'à la Commission des finances, vous ne parlez que le pourcentage du PIB et vous évitez, parce que vous savez que... voilà. Sur la convention EPR, convention EEC... Alors, je vous ai présenté Convention EPR, parce que c'est la référence qu'a choisi le gouvernement. La Convention EEC, nous l'utilisions dans les rapports du corps à titre pédagogique. C'était pour voir l'effet dans les trois éléments. En gros, voilà, dans les 3 éléments qui expliquent la diminution des ressources, la Convention EEC, ça consiste en quoi? Ça consiste à neutraliser le premier élément. L'élément fonctionnaire de l'État. Donc pour nous, cette convention, elle avait une vocation pédagogique pour montrer qu'une partie du déficit ou de l'évolution du solde tenait à cette évolution particulière d'un régime où les dépenses étaient alignées, enfin les ressources étaient alignées sur les dépenses. Maintenant,
j'ai vu que cette convention EEC suscitait, même au sein du corps, des débats, et ainsi de suite. Donc, je préfère aller au bout de la pédagogie et vous faire la présentation que je vous ai faite aujourd'hui en vous disant, voilà, il y a des dépenses, il y a des ressources, voilà pourquoi il y a un déficit, c'est lié aux ressources, il y a 3 phénomènes, parce que, plutôt que, en plus ça me permet de ne pas en mettre un en exergue, mais de choper les 3 dans l'analyse, d'accord, de prendre en compte les 3 dans l'analyse, voilà. Mais, bien évidemment, tant que les membres du corps n'ont pas décidé d'abandonner la convention EEC, vous avez les résultats dans le rapport et sur le site du corps, et puis vous pouvez vous y référer si vous voulez. Je vous avoue que votre 3e question, j'ai un peu de mal. Non, la 3e question, elle était précise. C'était sur l'impact budgétaire de la réforme dans son ensemble, sur les questions de dépenses sociales qui sont souvent pris en compte, c'est-à-dire, j'avais noté les dépenses minima sociaux, invalidité, Oui. d'après l'adresse, et les dépenses liées au chômage. Oui, je vois à quoi vous faites référence. Donc, effectivement, quand on repousse l'âge de la retraite, bien évidemment, on fait des économies sur les retraites, puisqu'on ne paye pas des retraites à des gens auxquels on en aurait payé s'il n'y avait pas eu de report de l'âge, mais ça provoque des dépenses ailleurs. Alors, la dernière fois que l'on a fait des calculs là-dessus, le résultat, c'était si on repousse, et si on gagne 1 en repoussant l'âge, il y a 0,33 qui part en dépenses ailleurs. Le problème, c'est que c'était pour beaucoup, c'était pour beaucoup des dépenses d'invalidité. D'accord ? Or, là, la particularité de la réforme, la différence entre la réforme aujourd'hui et par exemple celle de 2010, c'est que l'âge d'ouverture des droits pour les invalides et les inaptes ne sera pas repoussé. Donc le 0,33 que nous avions calculé n'est plus valide. C'est-à-dire qu'on aura moins d'économies sur les retraites puisque les invalides et les inaptes ne seront pas concernés, mais en contrepartie, on aura moins de dépenses induites sur les invalides et les inaptes parce qu'ils ne sont pas conservés. Nous n'avons pas pu refaire les travaux, ainsi de suite, mais je pense que l'adresse et la DARES peuvent tout à fait vous fournir ces données, et je pense qu'elles figureront certainement dans l'étude d'impact. Voilà. Par ailleurs, j'insiste sur le fait que alors, on le voit à travers les dépenses, une réforme des retraites, ce n'est pas en termes financiers, des finances publiques, qu'un impact sur le système de retraite, parce que ça peut avoir des effets sur des dépenses ailleurs, hors retraite. De même, sur les ressources, quand vous faites une réforme des retraites, vous repoussez l'âge, vous espérez que les gens vont travailler plus longtemps. Et qu'il y a plus de gens qui vont travailler. Donc, a priori, ça fait plus de cotisations retraite. Et je pense, dans l'étude du dossier de presse, que ce surplus de cotisations retraite a été intégré. Mais les gens qui travaillent, ils ne payent pas que des cotisations retraite. Ils payent des cotisations maladie. Ils payent de l'impôt sur le revenu. Ils payent de la TVA, parce que s'ils travaillent plus, s'ils gagnent plus, ils consomment plus. D'accord ? Donc, clairement, il faut faire un bilan élargi. Ça renvoie à d'autres questions et on en reparlera. Mais il faut clairement avoir un bilan élargi parce qu'une réforme retraite, ce n'est pas qu'une réforme retraite au niveau économique et au niveau des finances publiques. Sur la question de Mme Ries sur les écarts entre les diverses projections. Alors, bien évidemment, on nous pose toujours ces questions, mais entre 2 projections, beaucoup de choses bougent. Alors, et franchement, heureusement, les prévisions du gouvernement bougent. D'accord ? Rendez-vous compte que pendant l'épidémie Covid, on a fait des rapports du corps à un moment où le gouvernement était très prudent et pensait qu'en 2020, on aurait moins 10% de PIB. On a eu moins 8%. Donc voilà, donc c'était mieux que... Après, le gouvernement, en 2021, il pensait une reprise de 5% de PIB. On a eu 8, d'accord ? Donc, voilà. Donc, après, il peut y avoir des mesures qui ont été prises sur les retraites. Hein, donc, il y a eu des sous-indexations sur les retraites par rapport au prix en 2019 et pour moins de mesures en 2020. Et bien ça, avant que ça ait été décidé, nous, on ne pouvait pas le prendre en compte. Et puis, il y a des moments où il y a des changements fondamentaux, puisque tous les 4 ou 5 ans,
l'INSEE revoit ses prévisions démographiques, ce qui est bien normal. Je veux dire, elle tient compte du fait que 5 ans sont passés, qu'on a plus d'informations, et ainsi de suite. Et donc, par exemple, c'était fin 2021, nous avons eu de nouvelles projections démographiques de l'INSEE, sachant que pour ce qui est des projections démographiques, c'est bien évidemment pas les 42 membres du corps qui se disent comment va évoluer la fécondité, la mortalité, et ainsi de suite. Notre référence de base, c'est le scénario central de l'INSEE. Donc, pourquoi les prévisions bougent? Je vais dire, c'est évident qu'elles doivent bouger, et ça serait inquiétant si elles ne bougeaient pas. Et si vous avez vraiment de la patience, vous pouvez aller voir une annexe du rapport du corps où on fait l'effort d'expliquer. Alors, chaque année, on explique tous les écarts par rapport à l'année précédente, et puis on explique maintenant tous les écarts depuis 2016. D'accord ? Donc vous verrez tout ce qui a fait bouger les dépenses et les recettes depuis 2016. Franchement, on le fait parce qu'il faut le faire et parce qu'il faut rendre compte et parce qu'il faut répondre à ce type de questions. Mais voilà, faut s'accrocher, quoi, parce que tout peut bouger. Les prévisions du gouvernement, les hypothèses du corps, les hypothèses de l'INSEE sur la démographie, il peut y avoir des mesures, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Sur l'emploi des seniors, je pense que le message que nous, on voudrait vous faire après. En gros, le message voilà un graphique qui est issu du rapport du corps. Le message qu'il y a derrière ce graphique, et je vais vous l'expliquer après, c'est un report de l'âge de la retraite déplace le problème de l'emploi des seniors, mais ne l'aggrave pas. Qu'est-ce que dit ce graphique? Alors, d'une part, c'est sur le passé, bien évidemment. C'est ce qui s'est passé, et j'attire votre attention sur ce qui s'est passé depuis, en gros, 2010. Donc, l'âge de la retraite s'est progressivement décalé avec la réforme de report de l'âge légal de 60 à 62, et puis avec la réforme dite Touraine, où on augmente la durée de cotisation nécessaire. Donc, l'âge de départ à la retraite, en orange, il s'est décalé vers le haut. D'accord ? Et vous voyez que l'âge de sortie de l'activité en bleu et l'âge de sortie de l'emploi en vert se sont décalés de manière quasiment parallèle. D'accord ? Donc l'idée, c'est quand on repousse l'âge, ça tire à la fois la sortie de l'emploi et la sortie de l'activité. Donc ça, c'est le résultat fondamental. Alors, bien évidemment, précaution d'usage, c'est pas parce que ça s'est passé dans le passé que ça va se reproduire dans l'avenir. Voilà. Passer de 60 à 62, c'est pas comme passer de 62 à 64. Mais voilà ce qu'on dit, en tout cas, ce qu'on peut dire sur le passé. Moi, je ne suis pas Madame Irma et je ne peux pas dire pour le plus. Alors, c'est à peu près admis. On a des travaux de Michael Zemmour qui seraient plus, qui sont en accord avec cette tendance fondamentale, mais qui lui voit, parce que là c'est en moyenne, donc lui il le voit en regardant les diverses catégories, et là il y aurait des différenciations dans cette évolution moyenne selon les catégories et avec des évolutions plus défavorables pour les ouvriers et les employés que pour les cadres. Mais voilà en gros le message sur l'emploi des seniors. Donc les questions en termes d'emploi qui sont les plus controversées sur les retraites, ça me semble être... parce qu'en gros, le message là, c'est en gros, quand on repousse l'âge, on stabilise les situations. C'est-à-dire que ceux qui sont en emploi vont... C'est pas pour ça que l'employeur, quand on repousse l'âge, il ne va pas les licencier. Et ceux qui sont en emploi, certains peuvent continuer à travailler, et donc ils vont continuer. Donc on va un peu figer les situations, sachant que ceux qui sont au chômage vont pas pour autant auront des difficultés à retrouver de l'emploi. Donc le report de l'âge aboutit au maintien en emploi des seniors. D'accord ? Donc il y a plus de seniors qui travaillent après un report de l'âge. Alors la question qui se pose, c'est quel est, et ça me permettra aussi de répondre à une question sur les projections de la DG Trésor, quel est l'effet sur les autres, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas seniors? Parce qu'on peut se dire, si on maintient un emploi des seniors, il y aura un effet sur les autres. D'accord ? Alors, attention, à long terme, il y a
consensus sur la plupart des économistes. À long terme, quand l'économie est en équilibre, le travail des seniors n'est pas l'ennemi de l'emploi des jeunes, et le travail n'est pas un gâteau que l'on partage, et donc si les seniors travaillent, ça veut dire que les jeunes ne travaillent pas. Au contraire, et je vous montre un graphe qui illustre ça, au contraire, vous le voyez là, c'est dans les pays où les seniors travaillent le plus que les jeunes travaillent le plus aussi. D'accord ? C'est plus loin. D'accord. Donc ça, à long terme, il n'y a pas... Enfin, il me semble qu'il y a un consensus. Le travail n'est pas un gâteau que l'on partage. Le travail des seniors n'est pas l'ennemi du travail des jeunes. La question, elle se pose à court terme. Et si j'en parle, c'est parce qu'elle s'est posée dans une séance du corps au début de l'année 2022 où on a eu à Pardon. Elle s'est posée début 2022 dans une séance qui a été un peu consacrée à ça, parce que à court terme, vous avez des gens qui racontent l'histoire suivante. Quand je fais une réforme des retraites, je contrains ou j'amène des seniors à rester en poste sur le marché de l'emploi. D'accord ? Donc c'est un choc positif d'offres sur le marché du travail. Quand il y a un choc positif d'offres sur un marché, normalement, les prix baissent. Et dans l'occurrence, c'est les salaires. Comme on est sur un marché un peu particulier, la baisse des salaires, c'est un peu problématique. Et donc, l'histoire qui est racontée, mais c'est l'histoire qui est sous-jacente à certains modèles économiques, c'est, eh bien, dans un premier temps, ça augmente le chômage. Après avoir augmenté le chômage, ça pèse sur les salaires. Et après, on revient à l'équilibre. Et là, on revient au moment où l'emploi des seniors n'est pas l'ennemi du travail des jeunes. D'accord ? Et jusqu'à cette séance de janvier 2022, les deux modèles qui étaient utilisés, qu'on avait utilisés 2 ou 3 ans avant pour faire des hypothèses sur un report de l'âge, le modèle mésange du Trésor et le modèle OFCE, aboutissaient en gros au même résultat. D'accord ? C'est-à-dire, à long terme, on revient à l'équilibre, pas de problème. À court terme, un effet négatif sur le chômage, et ainsi de suite. En janvier 2020, donc pour moi, ça me paraissait une donnée acquise de la science et un consensus. En janvier 2022, ce consensus a été brisé, et donc je suis obligé de vous dire que c'est une question controversée maintenant. Puisque le Trésor nous a dit, nous, pour projeter une réforme des retraites, on n'utilise plus le modèle mésange, on considère que c'est un modèle macro-keynésien qui n'est pas adapté. D'accord ? Et il est macro-keynésien comme le modèle de l'OFCE, et donc à l'époque, eh bien, alors qu'avant, globalement, le Trésor et l'OFCE délivraient le même message, à partir de cette séance de janvier 2002, l'OFCE et le Trésor n'ont pas délivré le même message. Et donc, vous voyez, là, on vous montre ce que donnaient les résultats avec le modèle mésange, donc c'est ce qu'il y a le plus à droite, et puis ce que donne la nouvelle approche du Trésor, qu'ils ont baptisé eux-mêmes une approche comptable. D'accord ? Et vous voyez l'écart qui est significatif, alors surtout à court terme. Alors à court terme, dans une réforme des retraites, c'est 5 ans, parce qu'une réforme des retraites, de toute façon, elle n'est même pas finie dans 5 ans. Mais vous voyez qu'avec l'approche keynésienne ancienne de mésange, ou qu'avec l'approche toujours actuelle du modèle de l'OFCE, au bout de 5 ans, on a un surcroît de PIB de 0, et on a une amélioration globale des finances publiques de 0,1 point de PIB, c'est-à-dire 2,5 milliards, et que maintenant, avec l'approche comptable, on a 0,9 points de PIB et on a une amélioration des finances publiques de 0,6. D'accord ? Moi, franchement, je ne vais pas trancher cette controverse. Nous avons assisté à ce débat lors d'une réunion donc, de janvier 2022. Nous en avons rendu compte dans le rapport du corps en septembre 2022. Bien évidemment, ça dépasse mes compétences que de trancher cette controverse. Il est clair que, en tout cas, me semble-t-il, même si le dossier de presse actuellement ne comporte pas d'éléments sur les conséquences macroéconomiques
de la réforme des retraites. Vous avez un bilan à la fin qui est un bilan financier retraite, mais vous n'avez pas, ça aura tel impact sur le PIB, ça aura tel impact sur le chômage, sur le commerce extérieur, sur le revenu disponible des ménages, et ainsi de suite. Il me semble que ce qui est la référence du gouvernement, c'est ce qui est dénommé sur ce tableau l'approche comptable. Ça me permet de répondre à d'autres questions sur ce que je pense de la DG Trésor. Franchement, je ne pense pas trop, puisqu'il y a une controverse. Et donc, je m'en remets à plus sachant que moi sur ces questions et à votre commission qui va sûrement éclaircir ces éléments-là. Alors après, quelques réactions sur les scénarios. Le scénario le plus défavorable, c'est le scénario à 0,7%, et c'est effectivement l'évolution de la productivité qu'on a eue sur les 10 ans. D'accord ? Rien à dire. Mais nous, on projette à 50 ans. Et quand je suis comme ça un peu pessimiste en me disant ça a été mauvais pendant les 10 dernières années et ça va l'être pendant 50 ans, je vais sur Internet et je vais voir ce que font mes homologues américains. Mes homologues américains, alors attention, ce n'est pas le corps avec des partenaires sociaux aux États-Unis. Hein. Ça s'appelle un Board of Trustees, et donc vous avez des économistes et des... Voilà. Et eux, ils font aussi des projections parce qu'il y a un système de retraite et de sécurité sociale aux États-Unis. Et ce qui me fascine toujours, c'est que le scénario central de nos amis américains, qui disent, comme vous, hein, depuis 10 ans, on a une productivité du travail qui est à 0,7. Ils le notent, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Ils disent, mais nous, on projette à 50 ans, donc on regarde les grandes évolutions, et donc notre scénario central, il est à 1,6. Ce qui est amusant, puisque c'est notre scénario haut. Donc, les Américains sont certainement des fiefés optimistes, des naïfs qui croient au progrès technologique, à l'innovation, et ainsi de suite. Et nous, on est beaucoup plus pessimistes. Là aussi, comme je vous l'ai dit, le corps donne 4 hypothèses, il n'en privilégie aucune. Le gouvernement était sur un 3 il y a 5 ans, il est passé à 1 comme référence dans cette réforme. Là aussi, c'est un des éléments du débat, c'est un des éléments centraux, mais c'est à vous de savoir si vous vous placez du côté... Parce que c'est un choix, hein, je veux dire, franchement, je ne suis pas Madame Irma et je ne sais pas ce qui va se passer en termes d'innovation. Non, mais même monsieur, donc je ne suis pas, donc je n'en sais rien. C'est pour ça que moi, je vous présente des choses avec 4 hypothèses en disant je n'en privilégie aucune. Mais comme bien évidemment, quand on fait une réforme, et c'est votre responsabilité, il faut faire un choix de référence, eh bien, si vous voulez discuter de cette question, lisez. On a fait un colloque sur ce sujet en 2021, un colloque du corps, donc lisez les diverses positions, et lisez aussi ce qui se fait au niveau américain et ce qui se fait aussi au niveau européen, puisqu'il y a un aging, en gros, l'Union européenne fait aussi des projections des dépenses liées au vieillissement, vieillesse, famille, maladie, et ainsi de suite, et eux, leur scénario de référence, à long terme, c'est plutôt un 4, un 5, d'accord ? Donc voilà ce que je peux vous donner comme information sur les scénarios. Eh bien, allons-y. Je me permets d'interrompre, j'ose interrompre le président, mais non, mais c'est pas ça, c'est que là, tout le monde piétine, ils ont des tas de questions et des observations, et je pense, avec l'accord du président Coquerel, je pense qu'il faut qu'on passe quand même aux orateurs de groupe et aux questions de députés qui sont nombreuses, donc vous ne manquerez pas de revenir de toute façon sur certaines thématiques que vous avez abordées. Et si vous êtes d'accord, on limite à 2 minutes. Vraiment, 2 minutes, hein, bien sûr. Alors soyez synthétique, et je vais demander autant à monsieur le président du corps de vous répondre de manière synthétique. En tous les cas, on a de nombreuses questions. Donc tout de suite, la parole à Prisca Thévenot pour le groupe Renaissance. Pour 2 minutes. Hein. Prenez le micro. Non, c'est pas comme... Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. T'es allumé là, t'es allumé. Ça marche. Merci. Sylvain Maillard, toujours. Merci Madame la Présidente. Madame, Monsieur le Président, Monsieur le Président du corps, Monsieur le Secrétaire Général, mes chers collègues. Je vais effectivement essayer d'aller très vite. Je vous remercie pour les éléments que vous avez décrits, amenés, rapportés, expliqués. Si les conclusions effectivement du corps sont publiques et libres d'accès, force est de constater que le rapport a été sujet à de très nombreuses contre-vérités ces derniers temps, et je pense qu'elles doivent être mises au clair aujourd'hui dans le cadre de cette audition que je salue. En effet, nombre de mes collègues de la France Insoumise disent à loisir, ou peut-être
par paresse, que la réforme telle que proposée par le gouvernement n'était pas utile, puisque selon leur interprétation de vos conclusions, il suffirait de réduire le chômage pour financer notre système de retraite par répartition. Or, point important, souligné d'ailleurs dans votre rapport, sans réforme de notre part, ce seront 500 milliards d'euros de dettes cumulées qui seront vues sur 25 ans. Ce montant important est malheureusement aussi le plus optimiste, car il s'inscrit dans l'atteinte de l'objectif du plein emploi. Je tiens ici à rappeler qu'avant 2017, le chômage atteignait 10%, et que depuis, c'est grâce à l'action de la majorité présidentielle que l'objectif du plein emploi est en passe d'être atteint, et figure d'ailleurs dans vos conclusions. Alors oui, loin de moi l'idée de ne parler que de la majorité. Je peux aussi rappeler que le programme de la France Insoumise, qui veut punir toutes les structures créant de la valeur, ou tout comme celui du Rassemblement national, qui d'ailleurs change de position au gré des vents d'opinion, conduirait à détruire des emplois et donc à l'effondrement de nos finances. À cela, on peut ajouter que l'enjeu, alors que les Français ne sauraient pas comment sécuriser nos retraites, deviendrait comment trouver un emploi. Afin d'avoir une vision globale de l'ensemble des scénarios possibles, j'aimerais donc, messieurs, vous poser la question suivante. Comment réagit la dette à l'hypothèse du taux de chômage ? Très bien, Madame la députée. Tout de suite, la parole est au Rassemblement national pour Thomas Ménager. 2 minutes. Il est là, pas là ? On ne l'entend pas ? Il faudrait mettre le micro, monsieur le député. Monsieur le député, votre micro n'est pas ouvert. Écoutez, je propose que le temps que vous régliez votre problème technique, on passe au suivant. Madame Véronique Louwagie pour Les Républicains. Je vous donne le micro. Allez-y. Je voudrais juste récupérer mon micro. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Président Bras, pour la présentation que vous avez pu nous faire. J'ai 4 questions. Une première question sur l'effet de l'évolution de la natalité. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments, puisque nous connaissons depuis quelques jours le taux de natalité publié par l'INSEE à 1,8 enfants par femme. Quel serait par exemple l'impact d'un niveau de natalité de 2 enfants par femme, puisque vous nous faites des prévisions à 50 ans. Une deuxième question sur la CADES, puisque vous avez intégré dans des tableaux la prise en compte du patrimoine de la CADES, en l'occurrence un solde de dette qui reste. La CADES a pris en charge la dette Covid. Est-ce qu'il y aurait pu avoir un autre effet si la dette Covid n'avait pas été prise en charge par la CADES, puisque la CADES est toujours alimentée par la CRDS? Est-ce qu'il y avait là une piste? Une troisième question sur l'effet de l'indexation des pensions sur l'inflation. Quel serait l'impact d'une décision d'indexation des pensions sur les salaires en termes de répercussions? Et la quatrième question, est-ce que vous disposez au niveau du corps d'éléments relatifs à la répartition des montants de pension par retraité, avec des indications entre les hommes et les femmes, et quelle est l'évolution de cette répartition dans le temps? Je vous remercie. Merci. Je crois que Thomas Ménager a récupéré son micro. Oui, merci Monsieur le Président. Et excusez-moi pour ce petit problème technique. Monsieur le Président du Corps, Monsieur le Secrétaire Général, je vous remercie tout d'abord de votre présence devant cette commission afin d'apporter des éclaircissements bienvenus sur vos travaux. Votre dernier rapport fait l'objet de toute notre attention dans la mesure où c'est quasi exclusivement sur cette base que le gouvernement entend défendre sa réforme des retraites qu'une très large majorité des Français juge injuste et injustifiée, et les manifestations en cours le prouvent. Lors de la présentation de la réforme, Elisabeth Borne a déclaré, je cite, « Les chiffres sont là, ils sont implacables, on ne peut plus laisser filer la dette ». Pourtant, page 9 de votre rapport, et vous venez de le redire, vous indiquez que vos travaux ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite, contredisant ainsi totalement les propos alarmistes de la Première ministre. Aussi, une question simple pour commencer, que pensez-vous de ce détournement de vos travaux à des fins purement politiciennes ? Un peu plus loin dans votre rapport, page 133 exactement, vous alertez sur les précautions méthodologiques dans l'interprétation de vos projections. Vous précisez en effet que vos projections ne rendent pas compte de l'effet global sur les finances publiques. Ça a été dit, vous indiquez, je cite, qu'un relèvement des droits aurait un impact à la hausse sur les dépenses sociales hors retraite, chômage, minima sociaux, invalidité, chiffré d'ores et déjà à 4 milliards pour un passage de 62 à 64 ans. Cette observation n'est pas nouvelle, on le retrouve dans le rapport de la Cour des comptes de 2021 pour la réforme Woerth qui a indiqué qu'une explosion de 3 milliards des dépenses sociales en 2017. Pourtant, aucune trace de ces données dans la présentation de la réforme. Et je m'étonne que ces informations très intéressantes soient totalement mises sous le tapis par le gouvernement
qui semble faire ses courses avec les données de votre rapport pour ne retenir au terme d'une lecture particulièrement fallacieuse que les éléments propres à justifier la légitimité de sa réforme injuste. Vous le constatez d'après vos propos. Aussi, j'insiste, regrettez-vous cette approche gouvernementale malhonnête qui élude la vision macroéconomique avec les implications sur l'ensemble de nos finances publiques et non sur le seul équilibre du système de retraite? La question est là. Je vous remercie. Merci bien. La parole à présent est à Monsieur Pascal Lécan pour le MoDem et indépendant. Il doit être en visio également. Merci, Oui. Madame la Présidente. Vous m'entendez? Très bien. Merci, Madame la Présidente. Merci, messieurs les représentants du corps, et surtout pour votre introduction et vos premières réponses très éclairantes. Vos travaux doivent nous permettre d'avancer collectivement dans un débat éclairé. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je crois que c'est ce que les Français attendent de nous. Et je salue donc l'opportunité de cette audition. J'aurai, en ce qui me concerne, 2 interrogations, en ce qui concerne le MoDem d'ailleurs, qui iront, j'espère, dans ce sens. En premier lieu, nous sommes favorables à des mesures permettant une retraite progressive qui éviterait l'écartement parfois abrupt des seniors du marché du travail. Je souhaiterais donc savoir comment vous estimez l'impact d'une hausse du taux d'emploi des seniors d'1 point sur les recettes sociales et donc l'équilibre du système. Et dans ce cas-là, vous semblerait-il utile d'inclure une clause de revoyure dans le texte de la réforme des retraites que nous apprêtons à examiner? En second lieu, vous retenez 2 conventions, vous nous l'avez rappelé, pour l'évaluation des perspectives de solde du système de retraite, avec d'une part l'équilibre permanent des régimes publics, dite EPR, qui prévoit que l'État cotise simplement pour équilibrer ces régimes, ce qui est logique, et la convention effort de l'État constant, dite EEC, qui prévoit que l'État continue de surcotiser alors même que ces régimes seraient excédentaires. Or, la masse salariale des régimes publics devrait baisser dans les prochaines années, vous nous l'avez rappelé. Ainsi, la convention dite EPR verrait logiquement une baisse de la contribution du budget de l'État à l'équilibre du système. Il me semble ainsi que l'équilibre du système, à partir de 2043, permis par la convention EEC, n'est que cosmétique et qu'un déficit aggravé de l'État venant combler le déficit du système de retraite, qui viendrait donc combler le déficit du système de retraite. Quel regard portez-vous sur ce sujet? Merci. Merci. Alors, il y avait, je crois, Arthur Delaporte, mais je ne crois pas qu'il soit connecté. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour le groupe socialiste? Monsieur Khaliffer. Voilà. Madame la Présidente, messieurs les présidents et messieurs les rapporteurs, écoutez, monsieur Delaporte n'est pas là, mais merci à vous, monsieur le président du corps, pour, disons, ces explications, ces points de vue, ces appuis aussi qui vont nous aider à débattre. Mais dites-moi, au-delà de la polémique, y aurait-il une autre proposition à faire aux Français, quelque chose de moins brutal? Ça pourrait nous aider, vu que vous avez des spécialistes, vous êtes des spécialistes. Et nous, les élus, nous abordons ça avec, disons, à l'idée la souffrance des personnes, la souffrance de la population, et faire travailler jusqu'à 65 ans, pardonnez-moi, 64 ans, 65 ans. 65 ans, c'est juste pour faire passer la chose, mais l'objectif est 65 ans. Est-ce qu'on pourrait envisager non seulement quelque chose qui permettrait aux aînés de rester au travail, en activité, vu que nous sommes dans une sévère économie, et en même temps permettre à l'État de faire un effort. On sait bien que ces économies qui seront réalisées sont là pour faire d'autres politiques publiques, au-delà de l'effort de l'État. Merci. Merci bien. La parole est à Paul Christophe pour le groupe Horizon. Est-il... Oui, voilà. Cher collègue. Oui, merci Madame la Présidente. Je suis bien présent. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, je souhaite vous interroger sur les effets du relèvement de l'âge de départ à la retraite quant au chômage des jeunes. Vous l'avez brièvement apporté tout à l'heure, mais je pense que ça mérite quelques éclaircissements au regard de ce que l'on peut entendre aujourd'hui. L'allongement de la durée d'activité de générations plus âgées aurait-il pour conséquence de retarder l'accès au marché du travail donc pour les jeunes? Je me souviens, pour avoir lu le rapport, qu'en 2016, vous jugiez peu probable la causalité entre chômage des jeunes et emploi des seniors. À cette même époque, d'ailleurs, en vous basant donc sur les travaux du Trésor, vous affirmiez que des hausses à 63, 64 et 65 ans auraient des effets positifs sur l'activité économique. Vous estimiez que l'impact de chaque relèvement serait une hausse de 0,7 points du PIB, une création de 2. Attendez, collègue, vous avez un petit problème avec votre micro, là.
Collègue. Bon, je propose qu'on passe à Sébastien Pétavy. On reviendra sur Paul Christophe. Bonjour, Monsieur le Président. Alors, le groupe, vous m'entendez bien? Très bien. Le groupe écologiste et moi-même vous remercions pour votre éclairage précieux dans le cadre de l'étude de cette réforme des retraites qui, une fois de plus, se cantonne à brandir l'épouvantail de l'équilibre budgétaire pour demander injustement des efforts aux plus vulnérables. Alors tout d'abord, les projections du corps sont notamment basées sur les prévisions du gouvernement pour les 5 prochaines années qui prévoit de façon très optimiste un taux de chômage à 5% en 2027. C'est 2 points de mieux que la cible retenue par le corps en 2032, ce qui fausse les prévisions pour la période 2027-2037, alors que l'argument principal de cette réforme du retour à l'équilibre budgétaire semble donc basé sur un scénario erroné. Avez-vous entamé de nouvelles réflexions face à ce constat? De plus, en ayant recours à votre simulateur d'impact avec un scénario de chômage à 4,5%, le déficit du régime ne serait que de 0,4% du PIB en 2030, soit 10 milliards d'euros, alors que le gouvernement annonce quant à lui un déficit de 13,5 milliards d'euros d'ici 2030. Pouvez-vous nous éclairer sur le montant exact du déficit prévu pour 2030. Votre rapport prévoit également une diminution relative du niveau de vie des retraités par rapport au reste de la population qui serait liée à la stabilisation-diminution de la part des dépenses de retraite dans le PIB. Aussi, le corps évalue le niveau de vie en prenant en compte le patrimoine financier, patrimoine immobilier et l'endettement. Sur cette baisse du niveau de vie, notre groupe souhaiterait aussi connaître quelles sont vos prévisions concernant la baisse spécifique des pensions d'ici 2070, indépendamment des autres revenus. Concernant les autres mesures annoncées, le gouvernement prévoit notamment une revalorisation de la pension minimale à 85% du SMIC pour les assurés ayant effectué une carrière complète et n'ayant jamais dépassé le SMIC. Mais un rapport de 2018 sur la trajectoire professionnelle de 2,5 millions de personnes pendant 21 ans a évalué que seules 48 personnes n'avaient pas dépassé le SMIC pendant cette période. Ainsi, pouvons-nous évaluer combien de personnes seraient réellement touchées par cette mesure? Et enfin, l'index senior prévu dans le projet de loi aura-t-il un impact concret sur l'amélioration de l'activité des seniors? Merci bien, Monsieur le député. Merci, Monsieur le député. Merci. Vous aviez 2 minutes. Il y a encore beaucoup de questions. Je tiens à le dire à mes collègues. Nous avons encore 2 orateurs de groupe. Et ensuite, nous avons 8 ou 9 questions. Donc, je vais vous demander pour les questions d'aller vraiment droit au but, c'est-à-dire 1 minute, vous posez directement la question et ensuite on donne la parole au président pour pouvoir répondre. Donc je passe la parole tout de suite à Karine Lebon pour la gauche démocrate et républicaine. Ensuite pour le groupe Lyot, il y aura Charles de Courson, je crois qu'il est effectivement en ligne. Et ensuite M. Bazin qui doit partir pour pouvoir intervenir et on poursuit la liste tout à l'heure. Alors qui était-ce pour GDR? Parce que j'ai vu que Pierre Dharréville était prêt à parler. Je ne sais pas lequel de... Nous on a vu... C'est Pierre? C'est Pierre, oui, c'est Pierre. Sauf si Karine Lebon est disponible, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais allez-y. Bon, j'y vais. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Monsieur le Président du corps, je rattraperai le début de votre propos que je n'ai pas pu entendre puisque j'étais dans une grande manifestation à Marseille où les gens ne protestaient pas contre votre rapport, rassurez-vous, c'est plutôt contre la réforme qu'ils protestaient. Simplement, dans beaucoup de questions ont déjà été posées, vous en avez évoqué un certain nombre. J'ai bien noté les précautions que vous prenez de manière à ce que votre rapport ne soit pas instrumentalisé de quelque manière que ce soit, en expliquant d'ailleurs que s'il est légitime de défendre les niveaux actuels et futurs des dépenses de retraite, âge de départ à la retraite ou encore le niveau de vie des retraités, qu'il serait trop ou pas assez élevé selon les préférences politiques, le rapport annuel du corps n'a pas pour mission, dites-vous, de refléter ces débats. J'ai noté également, effectivement, cette formule, page 9. Les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses des retraites. Et je pense que nous avons tout intérêt à ce que vous puissiez exposer ici et ailleurs clairement les données pour que nous puissions discuter sur des bases saines et qui soient les mêmes pour toutes et tous. Ma question portera sur les évaluations que vous avez faites concernant la période 2028-2032. Vous évoquez les changements que vous avez été amenés à faire dans vos schémas initiaux sur ce sujet-là, et vous employez le mot d'artefact, en disant que les calculs que vous avez faits se fonderaient sur des artefacts. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur la façon dont vous avez
procédé pour produire ces analyses concernant notamment cette période. Je vous remercie. Merci bien. Et donc la parole est à Charles de Courson pour le groupe Lyot, 2 minutes, et ensuite on passe aux questions de députés. Merci. Merci Madame la Présidente. 3 questions, Monsieur le Président. Dans votre rapport du corps, vous montrez que le taux de la surcote et de la décote, fixé à 5% par an, est inférieur au taux de la neutralité actuarielle. Donc, pourriez-vous nous indiquer quel est le niveau du taux assurant la neutralité actuarielle, semble-t-il autour de 7%, et est-ce que vous avez pu étudier les incidences de la décote et la surcote sur le comportement de nos concitoyens? Deuxième question, le corps s'est-il intéressé à la très forte inégalité de traitement du calcul des pensions de réversion et dans le calcul des pensions de droit direct de la prise en compte du nombre d'enfants? Et puis, dernière question, vous avez parlé brièvement du problème des réserves, les 165 milliards de réserves, en disant qu'au fond, ceci appartient aux collectivités publiques. Mais êtes-vous sûr de cette analyse? Il me semble que ce soit les réserves, puisque la moitié, c'est les réserves ARCO, il y a aussi toutes les réserves, une quarantaine de milliards des différents régimes des libéraux, ils sont propriété des assurés. Donc, est-ce que vous avez fait une analyse juridique de qui est propriétaire de ces réserves? Juste, oui, mais juste, est-ce que, parce qu'on lui a coupé le sifflet tout à l'heure, est-ce que Paul Christophe a retrouvé du son? Parce que je n'aurais pas désavantagé le groupe Horizon. Bon, donc, s'il vous passe la question, vous pourrez... pardon. Bon, Monsieur Bazin doit partir, donc voilà, 1 minute vous et après proposez Mathieu une exception. Lefebvre. Voilà. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. 2 questions. Sur l'inflation, elle était très faible en 2021. Elle est beaucoup plus forte en 2022 et potentiellement importante encore en 2023. Est-ce que l'évolution relative du niveau de vie des pensionnés et celle des actifs dont les salaires peuvent ne pas suivre parfaitement l'inflation ne change pas un peu vos prévisions telles que présentées? Deuxième sujet, le déclin de la natalité. Ma collègue Véronique Louwagie a appréhendé cette question, mais est-ce que pour vous c'est une fatalité inéluctable et une hypothèse fixe, ou une politique publique pourrait-elle impacter l'hypothèse retenue et donc vos hypothèses d'équilibre à moyen terme? Bon, ce qu'on propose, on va déroger un peu. On vient de s'entendre tous les deux, parce que pas mal de monde doit partir en séance. Là, on a une liste, on propose de la clore dans ceux qui suivent, on vous passe la parole, vous excédez pas 1 minute, et si la question a déjà été posée, merci de ne pas la reposer, quoi. Hein? Donc Mathieu Lefebvre. Merci Monsieur le Président. Bon, moi, je retiens de votre intervention que nous sommes face à un problème de physique élémentaire, vous l'avez dit, qui devrait, je crois, appeler à la raison tous ceux qui considèrent un tant soit peu la science dans notre pays. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut appeler un chat un chat. Un déficit qui augmente, ça n'est ni plus ni moins qu'un dérapage. Vous l'avez dit, vous réalisez vos prévisions à partir de 4 scénarios qui reposent à la fois sur la productivité du travail et l'évolution du taux moyen de chômage. Moi, ma question, elle est très simple. Quelles seraient les perspectives d'équilibre avec le taux de chômage actuel de 7,3% et la productivité du travail actuel qui est légèrement supérieure à 1 du point de vue de l'OCDE? Je vous remercie. Merci. Benoît Mournet. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Merci pour l'audition. Le corps donc, a vocation à partager le diagnostic et on voit bien que tout ça n'est pas encore extrêmement clair. Est-ce que vous pourriez nous confirmer que la convention EPR va être celle centrale retenue, dans laquelle, je rappelle, l'État compense les régimes spéciaux et son propre régime public? Et je pense que ça ferait du bien à tout le monde de réentendre que dans cette convention, il y a bien un déficit projeté à horizon 2027 et 2030. Deuxième élément, sur le fait de présenter les choses en pourcentage du PIB, c'est très intéressant. Alors je vais vous suivre, même si ça ne dit rien du solde. Mais quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, en 2001, le corps, effectivement, prévoyait que les retraites dans le PIB soient de moins de 14%. Donc vous aviez bien vu. Sauf qu'entre-temps, on a eu les réformes 2003, 2008, 2010 et 2014. Donc est-ce que le corps, dans ses prévisions, ne se trouve pas toujours un peu optimiste? Merci. Monsieur Paul-André Colombani. Il est là? En visio, peut-être? Non? Bon. Félicie Girard.
Horizon. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs du corps, pour votre présence aujourd'hui. En décalant à 64 ans l'âge légal de départ en retraite et en amenant la durée de cotisation à 43 annuités, selon vos précisions, l'équilibre financier du système est-il rétabli? Si oui, dans quelle temporalité? Et surtout, ces mesures seront-elles suffisantes pour garantir l'équilibre financier à long terme? Ou faudra-t-il, dans les décennies à venir, décaler à nouveau l'âge de départ à la retraite? Par ailleurs, dans le cadre de la réforme des retraites, augmenter le pourcentage d'actifs chez les plus de 55 ans est un enjeu majeur. Quelle est votre analyse de l'impact de cette réforme sur l'emploi des seniors dans notre pays? Pensez-vous que les paramètres que propose aujourd'hui la réforme soumise à débat permettront d'accompagner au mieux les seniors? Et si je peux me permettre, je pose la question de Paul Christophe. Donc, c'est une question sur les effets du relèvement de l'âge de départ à la retraite quant au chômage des jeunes. L'allongement de la durée d'activité des générations plus âgées aurait-il pour conséquence de retarder l'accès au marché du travail des jeunes? En 2016, le corps jugeait peu probable la causalité entre chômage des jeunes et emploi des seniors. 6 ans plus tard, le corps reste-t-il sur cette lecture? Je vous remercie. Merci, Éric Alauzet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du corps, dans vos projections, vous avez intégré, et c'est bien normal, les effets de la réforme Touraine, votée en 2016, il y a 6 ans, réforme que j'ai votée avec la majorité VRPS de l'époque. Autrement dit, avec le temps, il faudra cotiser 5 trimestres supplémentaires par rapport aux conditions de départ des retraités qui partent aujourd'hui. Si bien que la situation de référence à partir de laquelle vous avez effectué vos projections est différente de la situation actuelle des conditions de départ à la retraite. C'est bien normal aussi. Cette réforme a une conséquence sensible sur l'âge de départ à la retraite, sachant qu'il est déjà monté en moyenne à près de 63 ans actuellement. Je parle de moyenne, effectivement. En prenant en compte les effets de la totalité de la réforme Touraine et les 5 trimestres qui s'agiteront progressivement dans les années à venir, l'âge de départ moyen s'approche tendanciellement des 64 ans. Une évolution qui se produit donc hors nouvelle réforme et qui conduit à regarder un peu différemment le report officiel de l'âge à 64 ans. Pouvez-vous me confirmer que les projections réalisées prennent déjà en compte un âge moyen de départ à 64 ans, avec les conséquences financières liées en recettes et en dépenses? Et êtes-vous en situation et en capacité, le corps, de pouvoir apprécier cette situation et de l'intégrer dans vos analyses? Annie Vidal. C'est bon, Annie. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président du corps. Dans le rapport annuel du corps, vous soulignez que le vieillissement de la population va entraîner, et c'est bien logique, un nombre de cotisants en diminution par rapport au nombre de personnes par rapport au nombre de retraites à verser. Et c'est logique puisque le nombre de personnes de 75 à 84 ans va enregistrer une croissance inédite de près de 50% entre 2020 et 2030. Vous précisez aussi que la situation financière du système de retraite se détériore avec un déficit de 12 à 20 milliards selon la Convention et les scénarios projetés, et cela de manière durable sur les 25 prochaines années. Aussi, dans ce contexte de transition démographique importante auquel s'adjoint un climat économique fluctuant marqué par l'inflation, quelle est la trajectoire dont l'impact sur l'équilibre de notre système de retraite par répartition sera le plus efficace en maintenant bien évidemment les objectifs cibles de croissance des dépenses publiques? Merci bien, Madame la députée. Madame Fanta-Perreté. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, dans votre rapport, je me suis intéressée aux hypothèses démographiques, notamment les hypothèses de fécondité et de solde migratoire. Vos 4 scénarios ont été bâtis en fonction d'hypothèses qui correspondent au débat économique actuel. Je pense qu'il convient aussi de prendre en compte les débats autour de la politique de natalité et de la politique migratoire. D'un côté, votre rapport reprend les données de l'INSEE sur une fécondité en baisse, ce qui pourrait augmenter la part des dépenses des retraites dans le PIB. Aujourd'hui, certains plaident pour une politique de natalité à l'image du haut-commissaire au plan. Néanmoins, on n'en verrait les effets que dans une vingtaine d'années. De l'autre, l'INSEE voit le solde migratoire en baisse, 20 000 personnes par an, ce qui augmenterait aussi la part des dépenses des retraites dans le PIB pour les scénarios à 0,7 ou à 1%. Or, une politique migratoire très soutenue
comme en Allemagne, permettrait d'embaucher des travailleurs qui seront immédiatement des contributeurs nets au régime des retraites. C'est certes un choix politique qui pourrait en déranger certains, mais qui répondrait à un double besoin pour notre pays si on tient compte du monde de ressources actuel. Ma question est donc la suivante. Dans vos prochaines projections pour affiner vos scénarios, pourriez-vous envisager d'intégrer à vos hypothèses ces dimensions que pourraient avoir les politiques migratoires et de natalité? Serge Muller. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du corps, mes chers collègues. Afin d'équilibrer le système des retraites, l'État verse des sommes permettant de faire face au déficit structurel dont le montant est égal à la différence entre le niveau d'équilibre et le niveau sans versement. Le montant de ces subventions d'équilibre diminue année après année car elles assurent l'équilibre des régimes en voie de disparition ou de réduction des effectifs comme ceux de la SNCF, la RATP, les marins, les mineurs ou encore les cigarettiers. Cela implique de décider du niveau d'intervention de l'État. Avec un niveau de productivité du travail à 1,6, me confirmez-vous que réinvestir cet argent public dans le système de retraite permettrait à notre système de retraite actuel d'être à l'équilibre sans réforme supplémentaire jusqu'en 2045 ? Seconde question, quelles sont les conditions de possibilité de ce niveau de productivité du travail ? Je vous remercie. Merci. Nicolas Sansu en visio, je pense. GDR. S'il est toujours là. Il n'est pas là. Eh bien, moi, j'avais une dernière question à vous poser, que j'ai oublié tout à l'heure. C'est un peu la question inverse de mon excellent collègue Benoît Mournet. En 2019, si je ne me trompe pas, dans les prévisions, vous annonciez pour cette année un déficit de 0,5% du PIB. On a un excédent de 3,2 milliards. Donc, j'aimerais savoir à quoi vous attribuez ça et qu'est-ce que ça induit. Et enfin, le corps a-t-il chiffré l'incidence d'un rétablissement d'un âge légal de 60 ans, soutenu par 68% des Français, notamment les économies pour l'assurance chômage, la branche des accidents du travail et maladies professionnelles. Je voudrais savoir si ces scénarios-là ont été étudiés par le corps. Merci. Allez-y, Président. Ouais. Donc il y a eu des questions sur le fait que les résultats du corps en 2001, en 2019, en 2018 ne sont pas les résultats du corps en 2021, enfin en 2022. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est normal parce que le monde évolue et que nous prenons en compte en règle générale complètement le passé, d'accord, et que même les hypothèses sur le futur peuvent changer. Les hypothèses à court terme du gouvernement, j'ai donné des exemples, peuvent changer. Et, je le répète, nous ne varions pas des hypothèses du gouvernement pour les premières années. D'accord ? Que nos hypothèses à nous, à long terme, peuvent changer également. Nous avons décalé les scénarios de productivité par rapport à ailleurs. Donc, les choses ne sont pas toujours les mêmes. Et si vous voulez faire le travail notarial, pourquoi en 2016 c'est différent de 2022 ? Ce travail est fait, il est en annexe. Franchement, c'est pas passionnant, mais si vous voulez, vous pouvez. Alors, on est remonté jusqu'en 2016. Sur 2001, franchement, je ne sais pas. Et là, ça serait un travail notarial et de bénédictin que je ne vais pas imposer à la petite équipe qui a au corps. On a des choses plus intéressantes à faire. Voilà. Sur âge légal à 60 ans, nous ne l'avons pas fait. Voilà. Mais attention, nous ne l'avons pas fait. Je ne suis pas le corps. Moi, si demain, on me dit, les membres du corps me disent on veut avoir cette simulation, je me retourne, parce que bien évidemment, ce n'est pas nous qui faisons tout, on se retourne vers les régimes de retraite, vers les administrations, on dira, ben voilà. Donc, il n'y a pas de problème, a priori, au corps, pour faire telle ou telle analyse. D'accord ? Nous avons un programme de travail et on est prêt à mettre dans le programme de travail ce que les membres du corps, et je vous les ai cités au début, nous demanderont. Sur les questions démographiques, natalité, solde migratoire, donc là aussi, nous n'allons pas, à 42 membres, faire des hypothèses démographiques qui viendraient d'un débat entre la CGT, la CFDT, le MEDEF, un député Renaissance, un député LR, ainsi de suite. Bon, nous sommes calés sur les hypothèses de l'INSEE,
qui d'ailleurs servent de base à tous les travaux. C'est-à-dire que tous les travaux que vous avez en termes de projection économique et ainsi de suite sont basés sur les hypothèses de l'INSEE. Ce n'est pas avec moi qu'il faut les discuter, d'accord ? Après, ce que nous faisons au corps, parce que l'INSEE elle-même fait des variantes, puisque l'INSEE ne sait pas non plus ce qui va se passer, nous avons parfois des variantes démographiques. Voilà, donc on a un chapitre où on vous dit, ben, si on a telle hypothèse de natalité, qu'est-ce que ça change sur les retraites ? Donc tout ça, on peut le faire. On peut faire même des variantes qui ne seraient pas les variantes de l'INSEE si les membres le demandent. Pour le moment, ils ont l'air de considérer que c'est suffisant pour en tout cas prendre... Parce que le corps, notre problème, c'est pas de savoir quel est le futur, parce que bien évidemment, on n'en sait rien. Je vous l'ai dit, on n'est pas Madame Irma. C'est de donner des éléments à ceux qui ont à décider et à prendre des décisions, des éléments raisonnables et plus ou moins raisonnés sur le futur, parce que bien évidemment, ces décisions sont à prendre en considération du futur. Mais franchement, je veux dire, bon, je ne serai plus là en 2070, mais si on me dit qu'en 2070, que ce que j'avais prévu en 2022 n'était pas bon, je ne serais pas étonné, d'accord ? Mais voilà, il nous faut décider, et pour nous décider, il faut nous projeter dans le futur. Projetons-nous de manière raisonnable et raisonnée, en plus avec des hypothèses qui sont plus ou moins partagées, avec un accord de tous les membres du corps sur, ben oui, il est raisonnable de partir des hypothèses du gouvernement, oui, sur la démographie, on ne fera pas mieux que ce que fait l'INSEE, donc on va partir de l'INSEE, oui, si on a envie de savoir, on peut faire une variante, voilà comment nous travaillons, et nous n'avons pas plus d'ambition ou plus de prétention surtout. Donc voilà, je ne connais pas le futur. Sur le solde migratoire, puisque ça a été évoqué, l'hypothèse centrale de l'INSEE, ce n'est pas 20 000, c'est une des variantes, c'est la variante basse. L'hypothèse centrale de l'INSEE, c'est 70 000. D'accord ? Et les dernières données, parce que alors, c'est bien sûr le domaine où faire des prévisions est le plus aventureux, parce que ça dépend de la situation internationale et des politiques nationales qui font l'objet de débats soutenus. Eh bien, les dernières données font qu'on est un peu plus de 70 000. Sur la natalité, l'hypothèse centrale de l'INSEE, elle est à 1,80. Il se trouve que c'est le résultat de 2022. Oui, le dernier résultat publié. Donc, en gros, l'hypothèse de l'INSEE, c'était on va converger vers 1,80 et on va s'y tenir. Voilà. Alors après, c'est pas... Si vous voulez discuter de ces questions-là, franchement, moi, j'ai mon avis, comme tout le monde, depuis ces sujets-là m'intéressent, parce qu'une politique de natalité pourrait changer les choses, mais c'est pas avec moi. Je veux dire, discutez-le avec le Haut Conseil de l'âge, et notamment ceux qui s'occupent des politiques de l'enfance. Hein. Donc, eux aussi, ils travaillent, et ainsi de suite. Et avec moi, discuter retraite, quoi. Voilà. Il y a eu une question sur l'inflation, oui. Non, j'attire l'attention parce que sur la conjoncture, ça peut avoir des effets. En gros, vous l'avez vu, dans notre modèle de projection, les salaires augmentent en valeur réelle comme augmente la productivité. Donc les salaires augmentent plus vite que les pensions. D'accord ? Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans les années passées. D'accord ? Et puis sur le long terme, les salaires ont augmenté plus vite que l'inflation. Là, dans la période de très forte inflation, 2022-2023, il est clair que ce qui est habituel peut être inversé. Si l'inflation prend du temps à se répercuter dans les salaires, et si l'inflation est répercutée très vite dans les pensions, et donc on a vu par exemple avec l'anticipation de la revalorisation des pensions cette année que ça a été la volonté du gouvernement de ne pas attendre au 1er janvier 2003, il se peut que sur cette période de forte inflation, je ne sais pas quand elle va se terminer, ainsi de suite, les pensions aillent plus vite que n'augmentent les salaires. Et que donc la diminution projetée à long terme du niveau de vie des retraités par rapport aux actifs et à l'ensemble de la population soit contredite dans le court terme. Mais attention, à chaque fois, distinguer le court terme et le long terme. Puisqu'il y a eu une question aussi sur la baisse du niveau de vie relatif, j'insiste sur relatif, donc effectivement, et puis sur les divers éléments. Quand nous projetons cette baisse du niveau de vie relatif, nous ne faisons pas d'hypothèse sur d'autres éléments du niveau de vie des retraités qui sont les revenus du capital et ainsi de suite. On gèle
cet élément-là. Et donc, quand je dis le niveau de vie relatif des retraités va baisser, c'est lié au fait que les pensions par rapport aux rémunérations baissent. D'accord ? Mais, attention, et je suis désolé, mais dans le rapport, il y a des précautions méthodologiques aussi sur l'interprétation de cette évolution. Nous disons qu'elle est mécanique, c'est-à-dire qu'elle n'intègre pas d'éventuels changements de comportement liés à la baisse même du niveau de vie relatif des retraités. Cette baisse même du niveau de vie des retraités, si je suis économiste, ce que j'essaie d'être parfois, eh bien, je veux dire, elle va introduire une modification du comportement des agents. En quoi les agents peuvent-ils réagir par rapport à quelque chose qui ne leur plairait pas ? C'est-à-dire, demain, mon niveau de vie relatif est plus faible qu'il n'est aujourd'hui. Deux manières de réagir. J'épargne plus pendant ma vie active pour avoir plus de revenus du patrimoine, si je le peux, et ainsi de suite. Et là aussi, si je le peux, et ainsi de suite, je repousse mon âge de départ à la retraite pour bénéficier de la surcote, et ainsi de suite. Donc, c'est une projection avec ces éléments de contexte, et c'est une projection mécanique. En gros, l'idée, c'est, mais même si on ne repousse pas l'âge de la retraite par la loi, eh bien, cette baisse du niveau de vie relatif, elle pourrait se traduire par des modifications de comportement des assurés, et je précise bien qu'ils le peuvent. Je sais que certaines ne le peuvent pas parce qu'ils sont au chômage, ils sont en invalidité, ils sont en inaptitude, et ainsi de suite. Donc ce n'est qu'une fraction qui le pourrait, mais c'est une des possibilités, et ça doit être pris en compte dans la lecture de nos résultats. Donc je fais le lien avec les questions sur le taux de surcote. Oui, on a montré dans certaines analyses du corps que le taux de surcote n'était pas actuariel, c'est-à-dire qu'on pourrait, sans dégrader sur le long terme la situation du système de retraite, faire une surcote supérieure à 5%. Je n'ai pas là le niveau auquel il faudrait la porter pour que ce soit actuariel, mais on le calculera pour M. de Courson, on essaiera d'y penser, d'autant plus que c'est un peu plus compliqué parce que ce taux de surcote, il devrait ne pas être 5% tous les ans, mais être, par exemple, supérieur si on est à un âge de 70 ans que si on est à un âge de 65 ans. Mais je passe parce que là, on rentre dans la technique actuarielle. Oui, nous avons travaillé sur les écarts et la disparité des systèmes de réversion. Et je vous renvoie à la séance du corps consacrée à ça. Et franchement, ça vaut le détour. D'accord ? Et ça vaut le détour parce que c'est un système dont on s'aperçoit qu'il est bourré de contradictions. Je vais n'en dire qu'une. C'est que la réversion que va toucher un des conjoints dépend du comportement de son ex. D'accord ? En gros, si vous êtes divorcé d'avec quelqu'un, pour la réversion, il ne faut pas que votre ex se remarie. Et la perte, elle est majeure. Donc l'idée que dans notre système de retraite, le niveau de vie et les revenus de quelqu'un puissent dépendre de la décision que prend un tiers avec lequel on s'est séparé, d'accord ? Ça, je pense que c'est le summum des aberrations. En règle générale, je ne porte pas de jugement, j'essaie de m'en tenir à des constats. Là, je me suis permis de sortir de la réserve qui s'impose. Je mentionne à nouveau cette réserve pour vous dire qu'il y a beaucoup de questions auxquelles je ne peux pas répondre. La question, quelle serait votre proposition pour améliorer le système, et ainsi de suite. Bien évidemment, je ne vais pas y répondre. La question sur le détournement de nos travaux, ainsi de suite. Je n'ai bien évidemment pas d'appréciation à porter là-dessus. Sur la question de l'artefact 2028-2032. Effectivement, j'y reviens, de M. Pierre Dardeville. J'y reviens parce que c'est un problème pour nous. Donc, d'habitude, le corps avait une hypothèse centrale de chômage à 7%. Cette hypothèse centrale de chômage, ça allait bien parce que le gouvernement avait une hypothèse en fin de période où on était à 8, et puis donc ça faisait une transition assez douce. Et puis, donc, en 2021, l'hypothèse du chômage du gouvernement en 2027, c'était 8,4. D'accord ? En juillet 2022, on reçoit la prévision du gouvernement et c'est 5%. Et donc, comme nous,
on fait un lissage sur 5 ans pour rejoindre la prévision de long terme du corps. Avant, ça faisait que ça s'améliorait doucettement et que personne n'y voyait. Là, il fallait passer de 5% à 7% en 5 ans. Donc on avait 5 ans complètement déprimés entre 2028 et 2032. Bon, ça, c'est sur cette base qu'on a fait le rapport et on a dit c'est un artefact. Et puis assez vite on a corrigé en disant bon, c'était un artefact, on n'avait pas pu réagir, on avait besoin de temps. Et après on a tout recalculé avec une variante à 4,5. Mais pourquoi on n'a pas calculé dès le début avec la variante avec 4,5 ? C'est parce que moi, depuis 10 ans, je subis les sarcasmes de tous les éditorialistes quand je leur parle d'un chômage à 4,5. Parce qu'ils me disaient, mais vous êtes fous, on voit bien que vous êtes des dingues au corps, ainsi de suite. Donc, on avait rangé ça. Mais là, quand le gouvernement nous dit on est à 5, eh bien, nous, on ressort la variante à 4,5. Et là, je n'ai plus de sarcasme sur mon optimisme invétéré que j'essaie de maîtriser. En tout cas, ce n'est pas vous qui les avez. Comment ? En tout cas, ce n'est pas vous qui avez les sarcasmes. Voilà. Donc, après, sur les conventions EPR, EEC, donc je vous ai redit le statut de ces conventions. Là aussi, il y a quelques années, en 2019, le gouvernement, quand il a fait une conférence de financement, avait trouvé utile les 2 conventions, puisque pour donner un objectif à cette conférence de financement, il avait pris la moitié de la convention EEC et EPR pour trouver un niveau de déficit. D'accord ? Donc cette convention n'est pas complètement inutile puisqu'elle a servi de référence au gouvernement en 2019. Pour nous et pour l'ensemble des membres du corps, cette convention EEC, elle a un but pédagogique pour montrer qu'une partie du déficit est liée à la question du régime des fonctionnaires. Moi, aujourd'hui, j'ai préféré vous présenter cette question-là en vous présentant le tableau que je vous ai présenté en disant il y a un déficit et il y a telle partie qui est liée aux dépenses, telle partie qui est liée aux ressources. Et dans les ressources, il y a l'effet fonctionnaire, il y a l'effet CNRACL et il y a l'effet UNEDIC et famille. Mais la convention EEC, elle permet de gommer l'effectif fonctionnaire. Et donc, c'est une manière de la mettre en exergue. J'ai bien vu que Parlement, un amendement avait été déposé sur cette question, que donc elle posait débat. J'ouvrirai le débat avec les membres du corps. S'ils me disent oui, après tout, notre objectif pédagogique, il est mieux avec le tableau que je vous ai présenté aujourd'hui, et on n'a plus besoin de la convention EEC, je me rallierai à leur position. S'ils me disent je veux la convention EEC parce que ça fait partie aussi de notre patrimoine, voilà, je laisserai la convention EEC. Monsieur le député, j'en suis là, et voilà. Il y avait plein d'autres questions, je suis désolé. Ah oui, sur les réserves, monsieur de Courson. Pardon, je n'ai pas dit que c'était un bien public. Au contraire, j'ai dit qu'on pourrait penser que c'est un bien public, mais que ce bien public, il était dans... Alors j'ai dit, il appartenait à certaines institutions ou à certains régimes. Je n'ai pas fait l'analyse juridique pour savoir s'il fallait que je dise que ça appartient à certains assurés, d'accord, ou à certains régimes. J'en suis à certains régimes, et donc ça veut dire que ce n'est pas disponible pour, comme ça, régler le problème des retraites, d'accord. Mais voilà, simplement j'attire l'attention sur le fait que quand, par exemple, on repousse l'âge, on améliore la situation de l'ensemble des systèmes de retraite, et notamment la situation d'Arco-Agirc, et que Arco-Agirc est d'ores et déjà excédentaire, et qu'elle a déjà pas mal de réserves, je vous l'ai dit. Et que donc, dans ce cadre-là, dans le bilan de la réforme, il faudrait intégrer la réaction plausible d'Arco-Agirc. Parce que, pour le moment, ils sont en excédent, et quand nous on les projette, sans même projeter la réforme, ces excédents sont permanents. D'accord ? Donc, est-ce que Arco-Agirc va réagir ? A priori, c'est comme ils ont des réserves qui sont déjà au-delà de ce qui est leur règle de pilotage de la des 6 mois, si de suite, ce serait possible, d'accord ? Et voilà. Donc, voilà comment... enfin, ça, c'est très lié à toute la complexité de notre système de retraite, avec sa multitude de régimes.
Voilà. Bon, je n'ai pas répondu à toutes les questions. Je m'en excuse auprès de vous. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus de temps et puis que je puisse réagir. Merci, Monsieur Bras. Avec l'autorisation de ma collègue, ce que je propose, c'est que s'il y a des députés qui ont estimé qu'ils n'avaient pas les réponses à leurs questions, vous nous les transmettiez par écrit, que ce soit à toi pour la commission des affaires sociales ou à moi pour la commission des finances. Et dans ces cas-là, on vous renverra ces questions, si vous le voulez bien, de façon à être... Puis moi, je voulais dire que plus largement, mais alors sur des questions techniques, pas des appréciations, le corps se tient bien évidemment à la disposition de la représentation nationale. Ça va de soi, mais de chaque député individuellement qui aurait une question technique précise sur tel ou tel sujet. Alors, bon, l'équipe du corps est limitée, donc voilà, mais si on peut aider, plutôt que de faire des recherches compliquées, il y a des choses qu'on a sur étagère et on est bien évidemment à votre service. Bien, merci à tous les deux d'être venus. Merci à la Commission des affaires sociales et sa présidente d'avoir bien voulu qu'on co-organise. Je pense que c'était intéressant vu le nombre de questions. Et je pense que si les gens réécoutent toutes les réponses qui ont été données, ils trouveront pas mal de réponses et de ressources. Après, chacun les interprète comme il le souhaite pour le débat. Merci à vous.